Voilà. Bien, bonjour à tous. Merci de venir ici sur cet espace virtuel pour une nouvelle séance des tutos à maths. Nous accueillons aujourd'hui François Husson, qui est professeur de statistique à l'agrocampus de Rennes. Euh, François Husson a écrit plusieurs ouvrages sur l'analyse de données, et notamment sur l'analyse de données avec R. Et il est aussi fortement investi dans le développement et la maintenance de plusieurs packages R, dont FactorMiner et FactoShiny et FactorInvestigate, dont on va discuter aujourd'hui. Je vais laisser la parole à François Husson pour 1 heure d'intervention, et après nous discuterons sur l'exposé qu'il a fait. D'ici là, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat ou dans le module questions et réponses si vous voulez poser des questions. Et je pense qu'éventuellement, il y aura peut-être aussi des questions en cours de séance afin de ne pas laisser François seul devant son écran, alors que nous sommes nombreux aujourd'hui à l'écouter. Donc, merci François. Donc, je te laisse la parole pour ta présentation. Bonjour, merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui sont présents. Donc c'est la première fois moi que je fais un web séminaire, donc voilà, j'inaugure ce mode de présentation. Donc je vais vous parler de visualisation de données avec R et notamment avec des packages que j'ai développés, FactorMiner, FactorShiny, FactorInvestigate. Pour commencer, je vais me présenter un petit peu, présenter mes différentes activités. Comme Benoît l'a dit, je suis professeur de statistique au campus et enseignant-chercheur. Mes recherches tournent autour de l'analyse de données, notamment les tableaux multiples. Et depuis quelques années, un peu plus sur les aspects de données manquantes. Comment compléter un tableau de données ou comment réaliser une méthode d'analyse de données quand on a un tableau qui est incomplet. Je ne vais pas parler tellement de ça aujourd'hui, mais c'est des activités de recherche que j'ai actuellement. Je suis enseignant aussi dans une école d'ingénieurs en agronomie. Et dans cette école, il y a une spécialisation en sciences des données qui est adossée à un master de sciences des données. Voilà, je suis responsable de cette spécialisation d'ingénieur. On forme donc une vingtaine, 25 étudiants en sciences des données chaque année. Et puis, au niveau de l'enseignement aussi, j'ai développé ce qu'on appelle des MOOC. Donc, des MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course, donc des cours en ligne, ouverts et à distance, qui sont disponibles. Donc, le premier sur la plateforme France Université Numérique. Donc, c'est un MOOC en analyse de données. Le MOOC est en train de se jouer actuellement, donc je vous donnerai les liens plus tard si vous voulez aller voir ce MOOC. Et puis un MOOC sur la sensométrie, c'est le traitement statistique de données sensorielles. Donc ça, c'est un MOOC qui est plus en interne, mais les vidéos de cours sont disponibles gratuitement aussi sur un Moodle d'AgroCampus. Et puis, j'interviens aussi dans des formations continues, ponctuellement, statistiques avec R ou des formations continues en analyse de données. Et puis, après, j'ai aussi, comme ça a été dit, écrit quelques ouvrages. Donc, un ouvrage qui vient de sortir ici, là, sur R pour la statistique et la science des données. Identifiant de trucs pour réserver la salle. Donc, ce livre traite de R, donc il y a une prise en main de R, et puis après, différentes fiches sur des méthodes statistiques. Et dans ces différentes fiches, il y a des fiches sur l'analyse de données, donc les différentes méthodes qu'on verra aujourd'hui. Mais c'est vraiment juste comment mettre en œuvre la méthode sur R. Et puis, moi non. J'ai un retour de son, en fait, de gens qui parlent. Ah oui, et je comprends pas ce que pour moi, tout le monde est muté. Je suis vraiment désolé, je cherche qui parle et tout le monde est muté pour moi. Tu veux m'aider, Benoît? Alors, moi, j'ai plus la main de tous. Je crois que Bénédicte n'a pas son micro coupé. Clara Plancher aussi. Claudie aussi. Ok, je l'ai fait à la main. Ok, désolé. Pardon. Je l'ai fait un par un. Donc le livre R pour la statistique et la science des données, donc il y a une trentaine de fiches sur différentes méthodes, des méthodes
comment faire une régression, une analyse de variance, une comparaison moyenne, des choses assez basiques, mais aussi des choses avancées sur le machine learning, sur du web scrapping, comment aller récupérer des données sur Internet, de l'analyse textuelle, et puis donc les méthodes d'analyse de données qu'on verra aujourd'hui. Donc un livre ici d'analyse de données. Donc là, c'est un livre avec à la fois les aspects courts et puis mise en œuvre sur R, et puis aussi des exemples avec des études de cas qui sont traitées du début à la fin, donc avec beaucoup de choses sur l'interprétation des données. Et donc ce livre d'analyse de données avec R a été traduit en 2 langues, en anglais ici ou en espagnol. Donc voilà, vous pouvez l'avoir en français, et puis si vous publiez en anglais, mettre la référence en anglais, parce qu'il y a les mêmes choses dans le livre en anglais. Il est en cours de traduction en chinois, normalement. Et puis, il y a deux livres statistiques avec R, qui est en fait une version un peu plus ancienne de R pour la statistique et sciences des données, donc qui est plus vendue actuellement. Donc ça, c'est des choses que j'ai écrites avec des collègues. Et puis, j'ai aussi participé au développement et à la création de plusieurs packages, donc notamment sur l'analyse de données avec FactoMiner, FactoInvestigate, FactoShiny, qui permettent donc de mettre en œuvre les méthodes d'analyse de données. Donc, je vous présenterai ces différents packages aujourd'hui. Et puis, donc MIS-MDA, qui est un package pour le traitement de données manquantes, qui est en fait un package qui est complémentaire de FactoMiner. Si vraiment vous voulez mettre en œuvre les méthodes d'analyse de données qu'on va voir aujourd'hui, mais que vous avez des données manquantes, bien voilà, vous pouvez compléter les données avec MIS-MDA avant de mettre en œuvre les méthodes d'analyse de données qu'on verra aujourd'hui. Et puis SensoMiner, c'est pour le traitement de données sensorielles. Donc voilà un rapide tour de mes activités. Et donc aujourd'hui, bien, je vais vous présenter des choses sur l'analyse de données. Dans une première partie, je vais détailler un petit peu les différentes méthodes d'analyse de données qui sont disponibles dans FactoMiner, les principales méthodes, on va dire, d'analyse de données qui sont disponibles dans FactoMiner et qui, je pense, peuvent vous intéresser dans votre domaine. Donc, je vais passer un peu de temps sur ces méthodes. Je ne vais pas rentrer dans le détail du cours et de comment ça fonctionne, mais plus m'intéresser à sur quel type de tableau est-ce qu'on travaille, quelles sont les problématiques auxquelles on peut répondre. Ensuite, bien, dans une deuxième partie, je vous présenterai le package FactoMiner, ce qu'il permet de faire. Puis, bien, l'interface FactoShiny, une interface qui permet de mettre en œuvre les méthodes de FactoMiner à travers une interface, sans avoir besoin de lignes de commande, et qui permet aussi d'avoir des graphiques qui sont interactifs et qu'on va pouvoir améliorer pour rendre les graphiques plus lisibles. Ensuite, FactoInvestigate, qui est un package qui propose des rapports automatiques, qui propose un peu une première interprétation des résultats qui sont obtenus à l'issue d'une méthode d'analyse de données. Et puis, ben, quelques mots après pour conclure. Voilà, donc les méthodes d'analyse de données, bien, on s'intéresse principalement à un tableau. Donc ici, le rectangle en rouge, là, matérialise un peu les tableaux qu'on peut avoir en analyse de données, où on va avoir des lignes, assez souvent des individus, qui sont décrits par des variables. Et l'objectif, ça va être de résumer ce tableau de données, le synthétiser en visualisant les résultats. Donc l'objectif, c'est vraiment un objectif descriptif, exploratoire, c'est-à-dire de vouloir visualiser le maximum d'informations avec peu de graphes, souvent des graphes en 2 dimensions. Et donc après, bien, les méthodes vont être un petit peu différentes selon la nature des variables. Donc quand on a des variables qui sont quantitatives, on va plutôt se tourner vers l'analyse en composantes principales. Quand on a des variables qui sont qualitatives, plutôt vers l'analyse des correspondances multiples, la CM. Après, on peut aussi avoir des variables qui sont structurées avec des groupes de variables. Donc là, on va parler d'analyse factorielle multiple, où on prend en compte les différents groupes de variables. Mais on peut aussi avoir des fois des tableaux où on a non plus des individus ici, mais des lignes et des colonnes qui sont en fait des tableaux croisés avec le croisement de 2 variables, des tableaux de contingence, où on va vouloir aussi visualiser ces relations entre les modalités des 2 variables. Donc, à chaque fois, l'objectif, c'est un objectif visuel qui résume l'information. Et puis, on peut aussi avoir une méthode qui est complémentaire aussi des méthodes
d'analyse de données que je viens de citer, qui est la classification, qui va permettre de regrouper les lignes ou de regrouper les individus en paquets, en groupes d'individus qui se ressemblent. Et donc, l'objectif, ça va être de construire ces groupes d'individus et de visualiser les relations entre ces groupes, à quel point les groupes sont éloignés ou pas les uns des autres, et puis d'essayer de décrire ces groupes avec les variables. Je reviendrai sur ces différentes méthodes très rapidement, mais l'objectif finalement de toutes ces méthodes d'analyse de données est un peu le même, c'est de synthétiser, d'écrire, explorer un tableau de données. Voilà, donc je vais commencer par l'analyse en composantes principales, qui est une méthode que la plupart d'entre vous connaissent peut-être, parce que c'est la méthode qui est la plus fréquemment enseignée, qui est la méthode la plus basique, en tout cas en analyse de données, où on va s'intéresser à un tableau qui contient en ligne ce qu'on appelle des individus, donc des individus statistiques, ce ne sont pas forcément des personnes, mais des lignes. Et puis en colonne, on va avoir des variables, et les variables sont quantitatives. Donc, ce type de tableau, on en rencontre vraiment partout. Alors, j'ai essayé de prendre des exemples dans les domaines des sciences humaines et sociales. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser d'exemples dans ces domaines-là parce que j'ai pas souvent les données. Mais voilà le genre de données qu'on peut avoir. Alors, déjà, en économie, on peut avoir des valeurs de différents indicateurs et dans différents pays ou dans différentes régions. Donc en ligne, on va avoir des pays ou des régions, et en colonne, on va avoir différents indicateurs, le PIB, etc. par exemple. Et l'objectif, ça va être de comparer les régions, voir les régions qui ont à peu près le même profil au niveau économique, et opposé à d'autres régions qui ont des profils très différents. L'autre objectif, éventuellement, ça va être de voir quels sont les indicateurs qui sont proches, c'est-à-dire les régions qui prennent de fortes valeurs pour un indicateur prennent aussi de fortes valeurs pour un autre indicateur. Donc, on va faire en fait à la fois un bilan sur les régions, les lignes, quelles sont les lignes qui se ressemblent, et puis un bilan sur les colonnes, quelles sont les colonnes qui se ressemblent, quand est-ce qu'il y a des liaisons entre les colonnes. Alors, un autre exemple en psychologie, par exemple, où bien, on peut avoir des questions avec des échelles de Likert, où on va demander le degré d'accord d'un individu avec une affirmation K, et puis l'individu va mettre une note très faible quand il n'est pas d'accord du tout avec l'affirmation, et une note très élevée quand il est d'accord avec l'affirmation. Et puis on a comme ça plusieurs affirmations, et l'objectif, ça va être de voir si on a des groupes d'individus qui ont en commun les mêmes idées, qui sont d'accord avec les mêmes affirmations. En sociologie, on peut aussi s'intéresser au temps passé dans différentes activités. Donc là, en colonne, on va avoir différentes activités, et puis on va avoir des valeurs qui sont le temps dans la journée ou dans la semaine passé à une activité. Et ça peut être, on peut avoir en ligne des individus, mais on peut aussi avoir en ligne bien des CSP, par exemple, c'est-à-dire qu'on va calculer la moyenne des temps passés par tous les individus d'une CSP. Le temps moyen passé par les individus d'une CSP. Et donc, on va comparer les CSP en fonction du temps passé à différentes activités. Donc, là, ça veut dire qu'en ligne, en fait, on peut avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut comparer. Est-ce qu'on veut comparer les individus ou bien des groupes d'individus? Ici, les groupes étant les CSP. Ça pourrait être aussi des classes d'âge. Et puis, un autre exemple sur le traitement de l'enquête PISA, où on a des notes des différents élèves dans les différentes disciplines pour voir quels sont les systèmes éducatifs qui fonctionnent bien. Donc, ça peut être soit là encore, les individus qui sont les lignes, pardon, qui sont les individus, les élèves, mais ça peut être aussi des pays, et donc on aura la note moyenne de chaque pays. Donc, voilà le type de données sur lesquelles on peut mettre en œuvre une ACP. Et donc, moi, je vais prendre un autre exemple, un exemple d'analyse sensorielle, où on a des vins, 10 vins blancs du Val-de-Loire qui sont comparés. Donc, c'est un exemple où on a demandé à des juges d'évaluer d'évaluer 10 vins en fonction de différentes variables qui sont ce qu'on appelle des descripteurs sensoriels. Donc, par exemple, la saveur acide, la saveur amère, le fruité, les odeurs d'agrumes, etc. Donc, il y avait
une vingtaine, une trentaine de descripteurs sensoriels. Et l'objectif, c'est d'essayer de décrire les vins en fonction de ces descripteurs et de voir quels sont les vins qui se ressemblent. Est-ce qu'on peut faire des groupes de vins, de vins qui sont à peu près similaires? Et puis, éventuellement, est-ce qu'on peut caractériser un vin, dire, voilà, ce vin-là est très particulier parce qu'il prend de fortes valeurs pour tel et tel descripteur. Et puis, également aussi, on peut se poser la question, bien, est-ce qu'il y a des descripteurs qui sont assez similaires, qui se ressemblent? Quand les vins sont acides, par exemple, est-ce qu'ils ont tendance aussi à être très peu sucrés, par exemple? Donc, le jeu de données se présente sous la forme suivante. On a les 10 vins qui sont les 10 lignes. On a ensuite 27 variables quantitatives qui sont les descripteurs sensoriels. Et puis, il y a 2 variables qui ne sont pas des variables de description du vin, mais qui sont des variables d'appréciation. Donc, elles sont un peu différentes par rapport aux autres variables. Ce n'est pas vraiment une description du vin, mais c'est plus comment le vin est perçu. Donc, ces variables-là, je ne vais pas les utiliser pour caractériser mes vins, mais je pourrais éventuellement les regarder pour voir si elles sont liées à la caractérisation du vin. Et puis, j'ai une autre variable, qui est une variable qualitative, qui me donne le label des vins. Donc, il y avait 5 vins qui étaient des Sauvignons et 5 vins qui étaient des Vouvray. Donc, cette variable qualitative-là, je vais l'utiliser éventuellement aussi pour décrire mes résultats une fois que j'aurai caractérisé mes vins à partir de ces variables sensorielles. Donc, l'objectif, c'est vraiment prendre ces données-là, où j'ai 10 lignes et 27 colonnes, donc j'ai 270 valeurs, et à partir de ça, je veux extraire rapidement l'information et voir quels sont les vins qui se ressemblent. Donc, même sur un petit tableau comme ça, où j'ai 10 lignes seulement et 27 colonnes, ce sera très difficile de voir quels sont les vins qui se ressemblent. Et donc, l'objectif de l'ACP, c'est justement de nous aider à retrouver l'essentiel de l'information en mettant en œuvre la méthode. Donc, rapidement, de voir quels sont les vins qui sont les plus proches, et les plus proches du point de vue de l'ensemble des variables. Donc voilà, si je lance l'ACP directement sur mon jeu de données avec FactorMiner, je vais récupérer 2 graphes, un graphique des individus, un graphique donc des vins, et puis un graphique avec les variables. Alors ces graphiques, comment est-ce qu'on les interprète? Bien, on va interpréter les dimensions. Donc là, ici, il y a une première dimension qui sépare les vins à gauche des vins qui sont à droite. Et bien, l'intérêt de l'ACP, c'est qu'on peut interpréter ce graphe des vins en fonction du graphe des variables. Et donc, les individus, les vins qui sont à gauche, bien, je sais qu'ils vont prendre de fortes valeurs pour les variables, les flèches qui sont orientées vers la gauche ici. Donc, les vins qui sont à gauche sont des vins qui sont frais, avec une forte odeur de passion, une forte odeur de citron, une forte odeur de fleurs et de plantes. Et puis, avec une faible valeur pour les variables qui sont sur la droite. Donc, de faible valeur pour l'intensité visuelle, l'astringence, l'odeur de champignons, etc. Donc, ça, c'est pour les vins à gauche. Et puis, les vins à droite, bien, c'est l'inverse. Ils sont à droite, donc ils prennent de fortes valeurs pour les variables qui sont à droite et de faibles valeurs pour les vins qui sont à gauche. Donc, j'ai une possibilité de caractériser mes vins grâce aux variables. Donc ça, c'est sur la première dimension ici. Et cette première dimension, bien, c'est la dimension principale en fait de l'information qu'il y a dans mon jeu de données. Donc dans mon jeu de données, la principale information, c'est celle-là. Ce que fait l'ACP, c'est qu'elle résume au mieux l'information grâce à ce premier axe. Et puis après, elle va trouver un deuxième axe qui sépare les vins d'une autre façon, indépendante de la première, qui va séparer notamment ce vin ici, qui est très sucré et peu comme ça. Donc, il prend une forte valeur pour les flèches qui sont vers le bas, pour le sucré, et de faible valeur pour les variables qui sont vers le haut, donc l'intensité de l'odeur, l'expression, la persistance de l'arôme, etc. Et puis, les vins qui sont en haut, bien c'est l'inverse. Donc, ça, c'est pour la description des vins en fonction des variables. Ce que je peux voir aussi, c'est que bien, très facilement, quand j'ai la position de mes vins, je peux colorier mes vins en fonction de la variable qualitative, la variable label. Ici, j'avais une variable qui avait 2 modalités, Vouvray ou Sauvignon.
Et donc, j'ai simplement colorié les points en fonction de, si les vins étaient des Vouvray, je les ai mis en rouge. Si les vins sont des Sauvignons, je les mets en noir. Et puis, j'ai même rajouté un point ici, un point Vouvray et un point Sauvignon. Ce point Vouvray, ça va être la moyenne des Vouvray, c'est-à-dire que je vais mettre le point au barycentre de tous les points rouges. Et le Sauvignon ici, c'est le barycentre de tous les points noirs. Donc, je vois une opposition Sauvignon-Vouvray par rapport à la première dimension. Et donc, les Sauvignons sont des vins qui sont plutôt avec une forte odeur de passion, une forte odeur de fleurs, et puis de faible valeur ici. Et pour les Vouvray, c'est l'inverse. Donc, voilà la façon dont on va interpréter ces résultats. Donc là, j'interprète la première, la deuxième dimension, et puis je peux éventuellement aller voir sur les dimensions suivantes s'il y a encore de l'information intéressante à récupérer. Ce que me disent les pourcentages ici, c'est le pourcentage d'information qui est récupéré par la première dimension. Donc là, ce que me dit ce pourcentage, c'est que en résumant le tableau de données par cette première dimension, je résume 43% de l'information. Et puis la deuxième dimension me récupère 25%. Donc avec ces deux dimensions, je récupère en gros 68% de l'information. Donc je suis passé de 27 variables à seulement 2 dimensions et j'ai quand même récupéré 68% de l'information. Donc c'est bien ce qu'on appelle un résumé. J'ai beaucoup d'informations au départ et je la résume avec uniquement 2 dimensions. Et c'est les 2 dimensions qui me permettent de résumer le maximum d'informations. Donc éventuellement, je peux aller voir les dimensions suivantes s'il y a encore de l'information à récupérer sur les dimensions suivantes. Et après, vous voyez, il y a 2 variables qui sont en bleu. Ces variables en bleu, c'est des variables qui n'ont pas servi à construire les dimensions, mais qui peuvent me permettre de voir si les préférences sont liées à la description sensorielle. Et là, ce qu'on voit, c'est que les flèches sont toutes petites. Ça veut dire que, en fait, les flèches sont pas très bien projetées sur ce cercle. Donc, ça veut dire que, en fait, les flèches sont pas vraiment dans les 2 premières dimensions de la caractérisation sensorielle. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre la préférence et la description sensorielle de mes vins. Donc, il y a des vins qui vont être appréciés avec une certaine caractérisation sensorielle, et puis d'autres vins qui ont une caractérisation sensorielle qui est très différente et qui sont appréciés aussi. Il n'y a pas une préférence qui est dans une seule direction, par exemple. Donc voilà, en quelques mots, ce que permet de faire l'ACP comme analyse et comme interprétation. Alors, si je passe à une autre méthode qui est l'analyse des correspondances, ici, je m'intéresse à des tableaux où on va avoir une première variable ici en bleu qui prend différentes modalités et une deuxième variable en rouge qui prend également différentes modalités. Et donc, le tableau ici, c'est ce qu'on appelle un tableau de contingence où on va avoir le nombre d'individus qui prennent à la fois la modalité I de la première variable et la modalité J de la deuxième variable. Donc, c'est vraiment des tableaux de comptage ici. On parle de tableau de comptage ou tableau de contingence. Donc, ça peut être, par exemple, le nombre de votes pour le candidat I. Donc, ici, en fait, on a différents candidats dans le département J. Et ici, on a différents départements. Et donc, on a un croisement avec les candidats, les départements. Et puis, dans une case, ce sera le nombre de votants pour un candidat dans un département. Ça peut être le nombre d'individus qui prennent qui ont la CSP-I dans une classe d'âge J. Ça, c'est le genre de tableau qui va nous permettre de voir l'évolution des CSP en fonction de l'âge des gens, donc pour voir comment le travail se transforme un peu dans... Ce type d'analyse est aussi très, très utilisé pour le traitement d'analyse de données textuelles. Donc, c'est très utilisé pour l'analyse de données textuelles, et l'analyse de données textuelles, c'est de plus en plus souvent utilisé, à la fois parce qu'on s'intéresse à des textes, mais aussi parce que des fois, on va s'intéresser à des questionnaires avec des réponses ouvertes. Et donc, pour traiter ces réponses ouvertes, on va pouvoir les traiter comme de l'analyse textuelle. Donc, on peut avoir, j'avais fait une étude avec des différents candidats aux élections présidentielles,
Et puis, donc j'avais leur profession de foi à ces différents candidats. Et puis, en colonne, on a les mots qu'ils ont utilisés. Et donc, dans une case, on a le nombre de fois où un mot est cité dans une profession de foi. Et donc, on va voir quels sont les sujets qui intéressent chacun des candidats. Donc voilà, ce genre de tableau, on en a assez fréquemment aussi. Et dans l'analyse textuelle, on peut utiliser ce genre de méthode. Typiquement, si vous connaissez le test du Qui2, hein, ces tableaux sont les tableaux qu'on va utiliser pour construire un test d'indépendance du Qui2. On teste l'indépendance entre deux variables. Et si vous ne connaissez pas le test du Qui2, bien c'est pas grave, vous gardez ce que je vous ai dit sur l'analyse textuelle ou sur les exemples de nombre d'individus ou nombre de votes ici. Alors, je peux vous donner un exemple ici où je vais décrire un tableau relativement simple aussi ici. Je prends des exemples assez simples pour que vous puissiez voir les tableaux de données. Bien entendu, si on fait de l'analyse textuelle, on va avoir des tableaux qui vont être beaucoup plus volumineux, hein, puisqu'on peut avoir beaucoup de texte et puis surtout énormément de mots. Donc, l'analyse factorielle des correspondances, ce qu'elle va faire, c'est à nouveau un résumé, une synthèse de l'information qui est présente dans ce tableau. Donc, dans le jeu de données que je vais utiliser, on a ici en ligne différents pays, et puis en colonne, différentes disciplines. Et dans une case, c'est le nombre de prix Nobel, par exemple, prix Nobel français en littérature. Donc, il y a 11 Français qui ont obtenu le prix Nobel en littérature. Il y a 3 Français qui ont obtenu le prix Nobel en économie. Donc là encore, il y a un tableau relativement simple avec pas tellement de nombres. Mais pour faire une synthèse de ce tableau, bien c'est intéressant de faire une analyse des correspondances qui va nous permettre de comparer les profils, de comparer. Alors ici, on va s'intéresser en fait à comparer plutôt des profils, c'est-à-dire des pourcentages. Ça va revenir à comparer les pourcentages. En fait, si je prends la ligne de la France, 8, 3, 11, 12, 10, 9, si j'avais un autre pays qui avait à chaque fois 2 fois plus de prix Nobel, par exemple 16, 6, 22, 24, 20 et 18, j'aurais envie de dire que ces 2 pays ont exactement le même profil et donc bien, ils ont beaucoup de prix Nobel dans une discipline plutôt qu'une autre, par exemple, en pourcentage. Donc, je m'intéresse plus au pourcentage et donc à savoir si un pays a avoir une surreprésentation de prix Nobel dans une discipline plutôt qu'une autre. Je ne compare pas en fait les données brutes. Si je comparais les données brutes, vous regardez la ligne États-Unis, vous voyez qu'il y a beaucoup de prix Nobel aux États-Unis, quelle que soit la discipline. Là, ce n'est pas vraiment à ça que je m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir s'il y a des pays qui vont plutôt s'orienter vers des prix Nobel en chimie et physique, et puis d'autres plutôt en littérature ou médecine. Voilà. Donc, y a-t-il des pays qui se spécifient dans certaines disciplines? Et donc, voilà le genre de graphique qu'on va obtenir. Donc, là encore, on a un graphique avec les lignes et les colonnes qui sont représentées, mais cette fois, dans l'analyse des correspondances, lignes et colonnes sont représentées sur un même graphique. Donc, les pays sont en bleu ici, donc mes lignes sont en bleu et les colonnes sont en rouge, donc les disciplines sont en rouge. Et ce que va me permettre de voir ce graphique, ce qui est donc un résumé du tableau, c'est que, bien, par exemple, en France et en Italie, il y a une surreprésentation des prix en littérature. Donc, il y a plus de prix Nobel qu'attendu en littérature en France et en Italie, par rapport à physique, chimie, par exemple. Au contraire, en Allemagne et au Japon, les points sont vers le bas, comme physique chimie qui est vers le bas. Ça veut dire qu'il y a une surreprésentation de prix Nobel en physique chimie en Allemagne et au Japon. Et puis, les États-Unis, Canada vont être plutôt orientés vers l'économie et donc avoir une surreprésentation de prix Nobel en économie. Donc, voilà le genre de graphique où on va encore une fois synthétiser l'information. Encore une fois, ici, on a un tout petit tableau, donc on pourrait presque à la main faire cette analyse.
encore que si je vous avais donné le tableau ici et que je vous avais dit, bien, dites-moi quels sont les pays qui se ressemblent et dans quelle discipline est-ce que les pays investissent le plus, ils vont avoir beaucoup de prix Nobel. C'est pas si simple que ça à trouver, même avec peu de lignes et peu de colonnes. Et donc, l'AFC nous permet très rapidement donc d'avoir une vision synthétique de cette information. Alors, c'est d'autant plus important quand on a des tableaux avec des milliers de mots, par exemple, et puis une vingtaine de textes. Donc là, ce serait vraiment impossible à faire à la main. Et donc, l'analyse des correspondances va nous synthétiser l'information. Alors, elle va le synthétiser avec un premier graphe comme ça, mais évidemment, on va avoir besoin de plus qu'un plan, plus que 2 dimensions pour résumer l'information. Donc, on peut aller voir les plans suivants, hein, les axes 3 et 4, par exemple, pour avoir un peu plus d'informations. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces premières méthodes, ou si je continue les présentations des différentes méthodes. Ben, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat ou dans le module. Enfin, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est très clair. Je pense que ça va être clair pour le reste de l'ensemble des participants. D'accord. Je te continue. Et alors. OK. Donc, je vais passer à une autre méthode qui est l'analyse des correspondances multiples. Donc, typiquement, l'analyse des correspondances multiples, c'est pour étudier des tableaux aussi, mais cette fois, on a des individus en ligne et on va avoir des variables qui sont de nature qualitative en colonne. Donc, typiquement, c'est vraiment pour analyser des questionnaires. Et donc, je vais prendre un exemple de questionnaire qui est l'extrait d'une enquête de l'INSEE sur des questions sur l'histoire de vie. Donc, à l'INSEE, ils avaient interrogé 8403 individus, ou en tout cas, dans l'extrait du tableau de données que j'ai 8403 individus. Il y avait peut-être plus d'individus, mais je me suis intéressé à une partie en fait de l'étude. Donc, il y avait 8403 individus dans l'étude que j'ai analysée. Et puis, on avait posé 2 sortes de questions, des questions sur les loisirs des gens. Et donc, on leur demandait, est-ce que vous pratiquez régulièrement la lecture? Oui, non. Est-ce que vous écoutez de la musique? Oui, non. Cinéma? Oui, non. Spectacle? Oui, non, etc. Donc, il y avait comme ça 17 loisirs, plus le nombre d'heures moyen par jour à regarder la télévision, avec 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 ou plus. Donc ça, on avait 18 questions comme ça sur les loisirs, et puis il y avait une autre batterie de questions sur le signalétique, et donc le sexe, l'âge, la profession et le statut matrimonial des individus. Et donc l'objectif, ça va être de voir s'il y a des individus qui ont des activités qui se ressemblent, et puis si on peut faire des groupes d'individus, et éventuellement essayer de décrire les individus en fonction du signalétique. Je ne m'intéresse pas spécifiquement à chacun des 8403 individus, mais je vais avoir envie de synthétiser un peu l'information et de dire des choses comme par exemple, bien, hommes et femmes ont des activités différentes parce que les hommes vont faire plutôt telle activité, les femmes plutôt telle autre, ou alors c'est plutôt les classes d'âge qui différencient les activités ou les statuts matrimoniaux ou les professions. Et donc on a un tableau avec en ligne les enquêtés, ensuite les 18 activités avec oui, non, hein, plus, les 17 activités plus la télé qui avait 5 modalités, 0, 1, 2, 3, 4 ou plus, et puis 4 variables de signalétique. Donc là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de différencier les individus en fonction de leurs activités. Ça signifie que je vais m'intéresser à ces activités-là comme information à prendre en compte pour calculer des distances entre individus. Et ça, dit autrement, ça veut dire que ce sont ces variables-là que je vais mettre en actif dans mon analyse. En actif, ça veut dire que c'est ces variables-là que je vais utiliser pour calculer les distances et différencier mes individus. Et puis les variables du signalétique, je vais les utiliser a posteriori. Une fois que j'aurai différencié mes individus par rapport à leurs activités, je vais utiliser cette information pour voir s'il y a un lien entre les différentes activités et des variables de signalétique. Et donc, voilà ce que donne l'ACM. Alors, l'ACM donne un graphique avec à la fois les individus
et les différentes modalités. Alors, en fait, le graphique des individus, assez souvent, il nous intéresse assez peu. Les individus, ici, ce sont les points en grisé qui nous intéressent assez peu parce que ça va nous intéresser uniquement pour éventuellement voir des groupes d'individus qui sont très séparés. Ici, je vois que tous mes individus sont dans une sorte de patate. Il n'y a pas de sous-groupe dans l'ensemble de mes individus. Donc, quand c'est comme ça, bien, je vais m'intéresser principalement uniquement aux modalités. Donc là, j'ai repris juste les modalités et pour que le graphique soit un peu plus lisible, j'ai mis en rouge les activités qui sont réponse oui à la question et puis en noir, réponse non à la question. Donc, quand vous avez cinéma ici, c'est la modalité, j'ai répondu oui à cinéma. Puis cinéma ici, en noir, c'est non à la variable cinéma. Donc, que me permet de dire ce graphe des modalités? Bien, on voit assez clairement ici, avec les couleurs, qu'il y a une opposition entre, à droite, les individus qui vont avoir des activités, beaucoup d'activités, et puis en noir, les individus qui ont très peu d'activités. Il y a une opposition sur la première dimension avec à droite des individus qui ont des activités, beaucoup d'activités, et puis à gauche des individus qui ont peu d'activités. Un point qui sera sur la gauche, il aura tendance à avoir répondu non à beaucoup de ces variables-là, et oui à très peu de variables. Donc ça, c'est la principale information que nous donne l'ACM, c'est il y a des gens qui font beaucoup de choses sur la droite, beaucoup d'activités, et à gauche, ils font peu de choses, ou alors ils regardent beaucoup la télé. Il y a la réponse 4 pour la modalité télé. Donc les gens qui regardent beaucoup la télé ont peu d'activités. Donc ça, c'est la dimension de variabilité. Puis après, il y a une deuxième dimension qui a tendance à opposer des activités comme bien, des gens qui ont répondu oui à sport, cinéma, ordinateur, spectacle, et non à bricolage, cuisine, marche, opposé en haut à des individus qui ont répondu oui à pêche, tricot, jardinage, et non à cinéma, écouter musique, etc. Donc là, on peut se dire qu'il y a une deuxième dimension qui va opposer des individus qui ont des activités plutôt, on va dire, jeunes, spectacle, ordinateur, cinéma, sport, à des activités plutôt de retraités, on va dire. Même si on peut avoir des activités de pêche et de cinéma également. Voilà, donc c'est ce genre d'informations qu'on va pouvoir récupérer avec l'ACM. Et puis, bien, ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut relier ça à des variables supplémentaires, notamment les variables de signalétique. Donc, j'ai remis ici le graphe des modalités qu'on vient de voir en grand, juste pour dire qu'il y avait l'opposition à droite avec plein d'activités, à gauche avec peu d'activités, et puis en bas, les activités plutôt jeunes, et en haut, les activités plutôt personnes âgées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que bien, si je prends les classes d'âge, je vois que j'ai 15-25 tout en bas, 25-35, 35-45, et on voit qu'il y a comme ça une évolution des classes d'âge, des jeunes ici à de plus en plus âgés, jusqu'à des personnes très âgées qui font très très peu de choses ici sur la gauche. Donc ça, c'est au niveau de l'âge. On voit bien qu'il y a des oppositions, notamment sur la première dimension par rapport au type d'activité, et puis après, sur la deuxième dimension, pardon, sur le type d'activité, et puis entre la première et la deuxième dimension, où on voit que les personnes âgées ici font beaucoup moins d'activités que les personnes plus jeunes ici. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que bien, il y a des activités qui sont différentes pour les cadres et les manœuvres ouvriers. Donc les cadres ont plus l'opportunité de faire des activités, plus de temps ou plus d'argent pour faire des activités que le manœuvre ouvrier. Et puis au niveau du sexe, bien, on voit qu'il n'y a pas tant de différence que ça sur les positions des points hommes-femmes, qui sont assez proches du centre du nuage. Donc voilà sur le type d'analyse qu'on peut faire sur des questionnaires avec une ACM. Donc là encore, on va récupérer de l'information, résumer l'information, et vous pouvez voir ici, on récupère 17% de l'information, plus ici 7%.
on récupère 24% de l'information qu'il y a dans le jeu de données. Alors, 24%, ça peut paraître assez peu, mais il faut bien voir qu'on avait 8400 individus, et donc il y a une très forte variabilité dans les loisirs de ces 8400 personnes. On avait des jeunes, des vieux, on avait des cadres, des manœuvres, des ouvriers, des hommes, des femmes, etc. Donc évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes activités, et bien, cette variabilité-là, elle est présente, et donc on va pas pouvoir résumer tout ça avec uniquement 2 dimensions. Donc, ce n'est pas surprenant d'avoir des pourcentages d'inertie ici qui ne sont pas très grands. Ça veut juste dire qu'il y a aussi peut-être des choses à aller voir sur les dimensions suivantes. Donc, je peux m'intéresser à la troisième méthode d'analyse de données, qui est une méthode d'analyse factorielle multiple, peut-être que vous connaissez un petit peu moins, qui permet de prendre en compte des tableaux où on a des individus toujours décrits en ligne, et où on a des variables qui sont cette fois structurées en blocs. Donc on a plusieurs blocs de variables, chaque bloc apportant des informations qui proviennent de sources différentes ou qui sont un petit peu différentes. Et l'intérêt de l'analyse factorielle multiple, ça va être de comparer l'information apportée par ces différentes sources d'informations. Alors, dans les blocs de variables, dans un bloc de variables, les variables peuvent être quantitatives, ou bien elles peuvent être qualitatives, ou bien ça peut être aussi des tableaux de contingence, des tableaux de comptage. Donc on peut avoir des groupes avec certains groupes où les variables sont qualitatives, d'autres où elles sont quantitatives, ou bien avoir que des groupes de variables quantitatives. Donc là, tout est possible ici avec l'analyse factorielle multiple. Et l'objectif, ça va être de bien confronter l'information apportée par chacun de ces groupes. Alors, quelques exemples. Un exemple d'une enquête sur le mieux vivre, où on avait en ligne différents pays, et puis en colonne, on avait des indicateurs de... je cherche juste... des indicateurs qui provenaient de 5 domaines. Alors, il y avait des variables sur le bien-être matériel, donc on avait une série de plusieurs variables sur le bien-être matériel, des variables sur la satisfaction, des variables sur l'emploi, des variables sur la sécurité et des variables sur l'enseignement. Donc, à chaque fois, on avait différents indicateurs, mais on s'intéressait à des choses assez différenciées. Et ce qu'on veut, c'est bien pouvoir savoir quels sont les pays qui se ressemblent du point de vue de l'ensemble de ces domaines, et puis après, savoir si bien, il y a certains pays qui, dans un domaine, ont des résultats qui sont très bons, alors que dans d'autres domaines, les résultats sont un peu moins bons. Donc, de comparer du point de vue de l'ensemble des domaines, et puis après, de comparer spécifiquement d'un domaine à l'autre. On peut avoir un autre type de données, où on va avoir des pays en ligne, des indicateurs économiques en colonne, donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure pour l'ACP, ça peut être un tableau, puis après on peut voir l'évolution dans le temps, et donc on a ce tableau-là en une année, le même tableau une année suivante, ou tous les 5 ans, et puis on va vouloir voir l'évolution de chacun des pays dans le temps. On peut aussi avoir des questionnaires avec bien des échelles de Likert, ce qu'on avait vu pour l'ACP, et puis d'autres variables qui sont des variables qualitatives, et vouloir confronter ce que nous apportent les échelles de Likert et ce que nous apportent les questions qualitatives. Est-ce qu'on a à peu près la même information, ou bien qu'est-ce qui différencie l'information apportée par les échelles de Likert et les informations apportées par les questions qualitatives. Donc là, on aurait 2 groupes de variables, un groupe où on a toutes les échelles de Likert et un groupe avec toutes les questions qualitatives. On peut aussi s'intéresser avec l'analyse textuelle d'un mouvement social, en analyse textuelle, voir l'évolution du traitement d'un mouvement social par les journaux à différentes dates. Donc si on prend par exemple le mouvement social des Gilets jaunes et on veut comparer le traitement de ce mouvement social par différents journaux, on peut avoir les différents journaux en ligne et puis les mots utilisés par chacun des journaux en colonne, et on va voir le nombre de fois où un mot a été utilisé par un journal. Donc ça, on peut l'avoir à une date donnée,
et puis le voir 1 mois après ou 3 mois après. Et donc, est-ce que le traitement reste, des journaux restent à peu près le même, ou est-ce qu'il y a des journaux qui vont évoluer dans le temps dans le traitement de cette information? Donc là, l'idée, c'est de prendre des tableaux d'analyse textuelle classiques et puis de les voir dans le temps pour voir l'évolution. Voilà, donc je vais vous présenter un exemple en reprenant l'exemple des vins que j'avais tout à l'heure. Cet exemple des vins, tout à l'heure, en fait, c'était une description sensorielle qui avait été faite par des experts, par 27 experts. Et en fait, il y a aussi eu une dégustation faite par des consommateurs et une autre dégustation qui a été faite par des étudiants. Donc en fait, on a la description des 10 vins par le jury d'experts, la description des 10 vins par le jury de consommateurs et la description par un jury d'étudiants. Et ça va être bien toujours, est-ce que je peux caractériser les vins à la fois en utilisant à la fois la caractérisation des experts, des consommateurs, des étudiants. Donc ça, c'est un objectif qui ressemble assez fortement à celui de l'ACP, c'est comment caractériser les vins, comment décrire les vins. Ça, c'est ce que fait l'ACP, sauf que je vais utiliser les trois jurys. Mais après, ce que je peux faire aussi, c'est est-ce que les vins sont décrits de la même façon par chacun des jurys? Ou est-ce qu'il y a des spécificités d'un jury ou d'un autre? Ou encore, est-ce que je peux comparer les typologies des vins qui sont fournies par chacun des jurys? D'accord? La carte que j'avais pour les experts, la carte des vins que j'avais obtenue avec les experts, est-ce qu'elle est assez similaire à la carte des vins que me fournissent les consommateurs? Donc, l'analyse factorielle multiple va justement permettre de comparer l'information apportée par ces différents groupes. Et puis, on peut avoir des variables d'appréciation. Donc là, c'est des consommateurs qui mettent des notes d'appréciation. Donc ça, comme tout à l'heure, l'appréciation, je vais le mettre en supplémentaire pour voir s'il y a un lien entre la description sensorielle et l'appréciation. Et puis, j'ai toujours ma variable label là, qui correspond au Vouvray ou Sauvignon, qui est une variable qualitative, que je vais pouvoir utiliser là encore. Donc voilà le graphe de l'analyse factorielle multiple, où je retrouve finalement une opposition entre les vins Sauvignon, ici en rouge, et les vins Vouvray en vert. Donc il y a des différences assez marquées entre les vins rouges et les vins verts. Comment je peux décrire ces différences? Toujours en utilisant le graphe des variables. Et donc le graphe des variables, il est très chargé. Alors, est-ce que ça c'est gênant? Oui et non. En fait, il est chargé parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'on veut voir beaucoup de choses. On est en train d'essayer de comparer 3 jurys avec chacun qui a utilisé beaucoup de descripteurs. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'informations. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est regarder le graphe de plus près et s'intéresser, par exemple, à mettre en très plein et avec des labels que certains descripteurs. Donc, par exemple, le descripteur saveur acide, où je vois que les experts et les consommateurs perçoivent la saveur acide à peu près de la même façon. Par contre, les étudiants et les consommateurs perçoivent la saveur acide à peu près de la même façon. Par contre, les experts le perçoivent de façon un peu différente. Donc, voilà, peut-être qu'il y a une différence d'appréciation de ce descripteur acide entre les experts et les étudiants ou consommateurs. Par contre, au niveau du sucré, les variables sont assez liées. Il y a une corrélation qui est assez forte. Et donc, tout le monde perçoit la saveur sucrée de façon à peu près similaire. La variable passion, là encore, toutes les variables sont assez liées. Et donc, tout le monde perçoit le descripteur odeur passion à peu près de la même façon. Donc, c'est un graphe qui est très riche sur le graphe des variables, mais qui va me permettre de décrire les vins exactement comme on pouvait le faire avec l'ACP. Ça se décrit de la même façon. Les vins qui sont à droite sont perçus comme acides par les experts et les consommateurs. C'est plutôt les vins qui sont en haut qui sont perçus comme acides par les experts. Les vins qui sont par ici sont considérés comme sucrés par les consommateurs, les experts et les étudiants. Voilà. Donc ça, je peux décrire exactement comme pour l'ACP. Ce que j'ai en plus avec l'analyse factorielle multiple, c'est des comparaisons directes entre l'ensemble de l'information obtenue avec les experts, l'ensemble de l'information obtenue par les étudiants ou par les consommateurs.
Donc là, ce graphe ici me permet de résumer l'ensemble des variables du groupe expert, l'ensemble des variables du groupe étudiant ou du groupe consommateur. Et ce que me dit le graphe ici, c'est que tous ces groupes, une coordonnée très élevée sur la première dimension, ça veut dire qu'ils perçoivent bien les différences entre les vins qui sont séparés sur la première dimension. Donc ils perçoivent la différence entre les vins qui sont sur la gauche de l'axe et les vins qui sont sur la droite de l'axe. Et là, tous les jurys perçoivent cette différence, parce qu'il y a une forte coordonnée sur la première dimension. Et sur la deuxième dimension, bien, c'est surtout une dimension qui est due aux experts. Donc c'est surtout les experts qui différencient les vins sur la deuxième dimension. Les consommateurs perçoivent assez peu cette deuxième dimension, ils le perçoivent quand même un petit peu, et les étudiants perçoivent aussi un petit peu. Donc c'est vraiment une description très synthétique des groupes de variables, pour résumer l'information qu'on avait précédemment avec toutes nos variables de chacun des groupes. Et après, un autre graphe qui est intéressant, c'est de voir chacun des vins, donc les points qui sont en noir, ici, tous les points qui sont en noir, les 10 points qui sont en noir, ça correspond à un vin quand il est vu par l'ensemble des jurys. Et puis après, j'ai ce qu'on appelle un point partiel, associé, un point partiel en rouge, un point partiel en vert et un point partiel en bleu, associé à chacun de mes points noirs. Donc ici, par exemple, si je prends Aubussière Silex, j'ai en noir comment est perçu ce vin par l'ensemble des jurys, et puis en bleu, comment il est perçu par le jury consommateur, en rouge, comment il est perçu par le jury expert, et en vert, comment il est perçu par le jury étudiant. Quel est l'intérêt de ce graphique? C'est de se dire, bien, si les points partiels, les 3 points ici, rouge, vert et bleu, sont très proches du point noir, ça signifie que tous les jurys perçoivent le vin de la même façon. Ils perçoivent le vin de façon très homogène, et donc ils ont à peu près la même description de ce vin. Ou au contraire, s'il y a un grand écart entre les points bleus et les points rouges, ça signifie qu'il y a des différences de perception entre le jury consommateur et le jury expert. Et après, bien, cette différence, je peux savoir à quoi elle est due, puisque j'ai mon graphe des variables qui me dit pourquoi un point est plus extrême vers la gauche ou plus vers la droite. Donc, cette comparaison des points rouges, bleus et verts permettent de voir si les descriptions sensorielles sont similaires ou pas entre les jurys experts, étudiants et consommateurs. Et si les descriptions ne sont pas exactement les mêmes, de voir quels sont les vins qui sont à l'origine de ces différences. Donc, voilà pour la description. Alors ici, c'est juste un graphe avec la projection des variables d'appréciation, donc qui me permettent de voir si l'appréciation des vins est liée à la description sensorielle. Donc là, on voit qu'une flèche, c'est un consommateur. On voit que toutes les flèches sont plutôt orientées en bas à gauche. Et en bas à gauche, c'était le vin Aubussière Silex, qui était un vin plus sucré. Et donc, c'était ce vin-là qui était le plus apprécié, hein, puisque le vin qui est par ici en bas à gauche est le vin pour lequel les variables d'appréciation prennent de fortes valeurs pour beaucoup de consommateurs. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir des variables des groupes de variables qui sont actifs et qui permettent de différencier les individus, donc de différencier les vins, de caractériser ces vins. Et puis, on peut avoir d'autres groupes de variables qu'on va utiliser ensuite, une fois que le graphe des individus est obtenu, et bien essayer de comprendre, de relier ces autres groupes de variables à la caractérisation des vins. Donc, voilà pour les méthodes d'analyse de données. Et la dernière méthode, qui est une méthode de classification, où là, l'objectif, c'est de faire des groupes d'individus et donc d'avoir une description vraiment extrêmement synthétique, où je vais juste dire, bien, j'ai un groupe avec ces 3 vins-là qui se ressemblent, un autre groupe avec d'autres vins qui se ressemblent, etc. La classification ici, c'est ce qu'on appelle une classification hiérarchique, où on a un arbre hiérarchique qui me donne les proximités entre les vins ou entre les groupes de vins. Donc, par exemple, ces 2 vins-là, ici, sont très proches. Et puis, ce groupe de 2 vins est très proche de cet autre vin-là. Donc, j'ai un groupe de 3 vins ici
qui est très proche. Et puis, je vois comme ça comment sont reliés les groupes de 20. Donc ça me donne tout un arbre hiérarchique. Et si je coupe l'arbre, ici je l'ai coupé, ça me crée des classes. Et ça m'a fait un arbre qui se découpe en 5 classes. Où je vais pouvoir dire que j'ai 5 groupes de 20 et après, eh bien, chercher à décrire ces groupes par des variables, en disant, eh bien, ces 20-là sont plutôt des vins acides, ceux-là sont plutôt avec une odeur passion, etc. Représenter cet arbre hiérarchique en utilisant le plan de mon analyse en composante ou de mon analyse factorielle multiple, selon ce que j'ai fait avant. Donc là, j'ai à la fois l'information ici du plan de mon ACP ou de mon AFM, et puis au-dessus, j'ai un arbre hiérarchique qui me montre les proximités entre les vins. J'ai même les classes qui sont coloriées, donc les vins en rouge sont les vins d'une même classe, les vins en bleu sont les vins d'une autre classe, etc. Donc j'ai en fait 3 informations qui sont résumées ici sur ce graphique, à la fois le plan de l'ACP ou de l'analyse factorielle multiple, l'arbre hiérarchique qui me montre les proximités entre les vins et les proximités entre groupes de vins, et puis les classes qui sont obtenues si je coupe l'arbre hiérarchique pour constituer des classes. Donc voilà le genre de graphique qu'on peut obtenir en faisant une classification hiérarchique. Alors évidemment, cette classification, elle va être intéressante si on n'a pas trop d'individus. Si je fais ça avec mes 8403 individus de l'ACM, ça n'aura aucun intérêt parce que j'ai un arbre hiérarchique qui est beaucoup trop gros. Il faudrait représenter que le haut du graphe éventuellement, que le haut de l'arbre pour avoir quelque chose de lisible. Voilà, donc maintenant, comment mettre ça en œuvre sur Factominer? Alors déjà, tous les graphiques que j'ai montrés sont issus de Factominer. Et ce n'est pas très compliqué de mettre ça en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Factominer? Qu'est-ce que c'est que Factominer? Donc, en quelques mots, c'est un package qui est disponible sur R, qui est gratuit, qui permet de mettre en œuvre les factoriels que je vous ai montrés, des méthodes de classification également. Et ça donne de nombreux indicateurs sur bien est-ce que mes axes permettent de bien visualiser l'information, est-ce que les points sont bien représentés, donc est-ce que la qualité de représentation est bonne, est-ce que les points ont contribué à la construction de mes dimensions, comment je peux décrire automatiquement mes axes. Donc en fait, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont fournis. Il y a possibilité d'ajouter des variables supplémentaires ou bien des individus supplémentaires. Donc ça, je dis ça parce qu'il y a des fonctions d'ACP dans R qui ne permettent pas de faire ça, donc là, c'est assez facile de le faire. Donc, il y a une interface graphique en français et en anglais, un package qui permet de gérer les données manquantes, donc qui s'appelle MISMDA. En fait, l'idée de ce package, c'est d'imputer les données, de compléter le tableau de données, de sorte que les valeurs complétées n'influent pas sur l'analyse. Donc, en fait, vous allez compléter le tableau de données avec une valeur et pouvoir ensuite faire une ACP ou une ACM ou une AFM. Et l'intérêt de cette démarche, c'est que les valeurs qui ont été complétées ne rentrent pas, ne contribuent pas à construire les axes. Ça veut dire qu'en fait, les axes sont construits uniquement avec les valeurs qui sont observées. Alors, dans Factominer, il y a aussi un package le package Factoshiny qui permet d'avoir un module graphique qui permet d'améliorer donc les graphiques assez facilement, de façon interactive. Il y a le package FactoInvestigate qui propose une interprétation automatisée, ou en tout cas un début d'interprétation automatisée. Et puis, il y a aussi différentes aides à l'utilisateur pour Factominer, donc un site internet qui est dédié, des vidéos disponibles sur YouTube, un livre d'analyse de données, et puis un cours en ligne qui a un MOOC. Donc ça permet aussi de voir comment mettre en œuvre toutes les méthodes et puis d'apprendre aussi sur les méthodes. Il y a à la fois la mise en œuvre logicielle et puis des cours sur les méthodes. Donc les méthodes, bien l'ACP, donc la fonction ça est PCA, donc tout est en anglais, donc PCA pour Principal Component Analysis. L'analyse des correspondances pour Correspondence Analysis, c'est CA. L'analyse des correspondances multiples pour traiter des questionnaires, ça va être
Multiple Correspondence Analysis, MCA. Ensuite, l'analyse factorielle de données mixtes. Donc, j'en ai pas parlé ici, mais quand les variables sont quantitatives, on fait une ACP. Quand les variables sont qualitatives, on fait une ACM. Et puis, des fois, bien, on a des variables qui sont quantitatives et d'autres qui sont qualitatives. Et on veut que, à la fois, ces variables quantitatives et qualitatives soient utilisées pour construire les axes, construire les distances entre individus. Et donc là, ça va être de l'analyse factorielle de données mixtes. Ensuite, on peut avoir des groupes de variables, donc c'est la fonction MFA pour Multiple Factor Analysis. Et puis, il y a des méthodes qui sont un peu plus avancées, donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais où on peut avoir non plus des groupes de variables, mais une hiérarchie sur des groupes de variables, donc Hierarchical Multiple Factor Analysis. Des groupes d'individus qui sont décrits, donc là, ça va être de l'analyse factorielle multiple duale, et puis des tableaux de contingence avec des variables contextuelles, donc c'est une méthode qui s'appelle CAGALT. Donc ça, c'est des méthodes un peu plus avancées. Et puis, des méthodes de classification, donc HCPC pour faire la classification, et puis des fonctions un peu outils qui permettent de décrire une variable qualitative. Donc, par exemple, si vous avez une variable qualitative et plein d'autres variables quantitatives ou qualitatives, bien, ça peut être intéressant de savoir quelles sont les variables la plus liées à cette variable. Et donc là, il y a une fonction qui s'appelle CatDes qui permet de trier toutes les variables pour voir les variables les plus liées à la variable qui nous intéresse. Et ça, c'est notamment utilisé pour décrire les classes. On va décrire une classe d'individus en cherchant les variables qui sont les plus liées à ces classes, à cette variable de classe. Donc, je peux m'intéresser maintenant aux packages qui sont liés à FactoMiner. Donc, le package FactoShiny qui propose une interface et des graphiques interactifs. Donc, ça, c'est pour vraiment faciliter l'utilisation des packages pour les utilisateurs, notamment ceux qui connaissent pas trop R. Donc, le package FactoInvestigate pour avoir des rapports automatisés, qui propose une interprétation des résultats, et le package MISMDA, qui permet la gestion des données manquantes. Et je suis en train de regarder l'heure, mais je n'avance pas vite là, c'est ça? Je trouve qu'on avance à un rythme qui est bien. Enfin, en tout cas, ceux qui voulaient se remettre dans le bain des analyses factorielles, c'est fait. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de rentrer dans les packages de la part des participants, mais en tout cas, on peut... s'il y en a qui se manifestent, on peut les prendre tout de suite. Je n'en vois pas trop. Pas du tout. Pour mémoire, il faut les écrire dans le chat si vous avez des questions, parce que là, j'ai coupé tous les micros. Mais oui, on a des problèmes de retour. Avant que tu arrives, j'avais prévenu que les participants demandent à réactiver les micros. On continue sur FactoShiny et FactoInvestigate, et puis on verra après dans la discussion s'il y a des demandes de précision ou pas. D'accord. Voilà. Bon, je te redonne la parole. Ouais. Donc, avant d'aller sur les différents packages, donc ça va être assez rapide. Il y a donc des aides à l'utilisateur, donc un site internet. Alors, j'ai mis tout ce qui est en bleu ici, il y a un lien. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur le site. Donc, un site en français et en anglais avec des exemples d'aides sur les différentes fonctions, des références, etc. Donc, un lien vers le MOOC, vers des améliorations graphiques, les données manquantes, etc. Il y a également un Google Group. Donc, si vous voulez poser des questions parce que vous ne savez pas comment mettre en œuvre la méthode ou vous posez des questions, bien, vous pouvez poser des questions sur un Google Group ou au moins regarder déjà avant si la question n'a pas déjà été posée. Et les questions peuvent être posées en français ou en anglais. Et puis, bien, je vais rentrer dans l'utilisation de FactoShiny et en fait faire une petite démonstration. Donc, pour vous montrer comment fonctionne FactoShiny. Alors, la petite démonstration, bien en fait, je vais prendre un exemple. Je vais aller sur R et prendre l'exemple des 20 pour vous montrer comment mettre en œuvre l'exemple des 20. Donc là, ici, c'est les lignes de code qui me permettent d'importer le jeu de données. Je charge le package. Donc, librairie FactoShiny, ça me permet de juste charger le package. Et puis après, j'utilise la fonction PCA Shiny sur mon jeu de données 20 que je viens d'importer ici. Donc là, je charge le package. Ici, j'importe le jeu de données. Donc ça, c'est une ligne de commande R.
Et puis après, là, je fais juste mon ACP. Donc, je passe sur R. Et donc, je vais importer mon jeu de données, charger la librairie. Et charger la librairie, c'est ici. Facto Shiny. Et lancer l'ACP. Donc, PCA Shiny, ça m'ouvre en fait mon navigateur. Et bien par défaut, ça fait une analyse en composante principale. Donc par défaut, vous avez, voilà, ça a fait toute l'analyse. Le problème, c'est que bien par défaut, il ne sait pas quelles sont les variables que je veux considérer en actif et ce que je veux considérer en supplémentaire. Donc je vais cliquer ici, voir les paramètres, et je vais pouvoir choisir les variables actives. Donc je choisis les variables actives, ou plutôt les variables supplémentaires. Donc ici, je vais mettre les préférences comme variables supplémentaires. Et vous voyez qu'en changeant les variables préférences ici, eh bien mon graphe se met à jour, mes graphes se mettent à jour automatiquement, et vous voyez que cette fois, les deux variables de préférence sont en bleu pour montrer que ce sont des variables qui ne servent plus maintenant à construire les dimensions, mais qui sont en supplémentaire. Et puis, je peux préciser que la variable qualitative du label des vins, je veux la mettre en supplémentaire, et donc je vois apparaître ici le point Sauvignon et le point Vouvray. Donc, j'ai fini de paramétrer ma méthode. Je peux éventuellement améliorer les graphiques. Donc, changer le titre de mon graphe. Donc, graphe des vins. Voilà, en mettant ça, bien, vous voyez que le titre ici, graphe des vins, se met à jour. Donc, ça, c'est pas très important. Je peux sélectionner mes individus en fonction de la qualité de représentation. Vous voyez cos carré ici. Je vais pouvoir sélectionner les individus qui ont une qualité de représentation suffisamment importante. Donc là, j'ai pris un cosinus carré supérieur à 0,6. Alors, ce n'est pas très utile ici dans mon exemple parce que j'ai peu de points et donc je vois bien les libellés de mes points. Mais dans certaines études, vous allez avoir 50 points qui sont sur votre graphique et plein de points qui sont avec des libellés superposés. Et c'est très désagréable d'avoir des libellés qu'on ne voit pas. Et puis surtout, les libellés qui sont superposés, en général, c'est des libellés qui ne sont pas très utiles pour interpréter nos résultats. Et donc, c'est plus intéressant de masquer ces libellés et de ne garder que les libellés des points qui sont un peu extrêmes. Donc ça, vous allez pouvoir modifier les libellés que vous choisissez de visualiser grâce à ce petit curseur-là. Et puis, je peux colorier les points en fonction de la variable qualitative. Et donc là, en appuyant sur le bouton, j'ai les points en rouge qui sont les vins Vouvray et en noir les vins Sauvignon. Et donc, voilà, j'ai juste ça à faire. Et puis, je peux récupérer mes graphiques en PNG ou alors en JPEG ou en PDF. Et si je clique ici, ligne de code de l'ACP, quand je quitte l'application, j'ai ici les lignes de code qui ont été générées par tout le paramétrage que j'ai réalisé. Et si je copie-colle ces lignes de code, ça va me refaire exactement les mêmes graphes, la même analyse à l'identique. Donc, pour une recherche reproductible, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir récupérer exactement ce que vous avez fait la fois d'avant. Et puis, là, par exemple, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je vais refaire PCA Shiny de Rez. PCA Shiny de Rez. J'avais mis les résultats de PCA Shiny ici. Je les avais mis dans un objet Rez. Et en faisant PCA Shiny de Rez, ça réouvre mon analyse exactement là où j'en étais. Et donc là, je peux vous montrer dans les options graphiques que je vais pouvoir changer et prendre les axes 3 et 4, par exemple. Voir les axes 3 et 4 et récupérer à nouveau les graphiques de ces axes. Et puis, après, vous avez aussi des indicateurs numériques, ici, avec les principaux résultats, les pourcentages d'inertie associés à chaque axe, les informations sur les individus, sur les variables actives et les variables supplémentaires. Donc, tous les résultats numériques sont fournis également. Et puis, vous avez une description automatique des axes qui vous permet d'avoir, dimension par dimension, les variables qui sont les plus liées à chacun des axes. Donc, par exemple, ici, ma dimension 1, elle est très liée à la variable fruit confit, puisqu'il y a un coefficient de corrélation de 0,93. C'est la variable la plus liée. Et donc, quand on a énormément de variables dans une analyse, c'est assez pratique de savoir quelles sont les variables les plus liées. Alors, les plus liées positivement ici, ou les plus liées négativement ici.
Donc, je vais utiliser à la fois ces variables ici et ces variables-là pour décrire ma dimension. Et les variables qui restent ici sont celles pour lesquelles c'est significatif au seuil de 5%. Donc, on a une description des dimensions assez facilement, et puis dimension 1, dimension 2, où évidemment la dimension 2, je vais avoir un peu moins de variables, et puis dimension 3, où je vais avoir, j'ai même plus de variables qui permettent de bien caractériser mes axes. Donc, je pense que c'est même pas la peine d'aller voir la dimension 3 ici. Voilà, donc là, après, je ressors de mon application. Et bien, ce que je vous ai montré ici pour l'ACP, vous avez exactement la même chose pour les autres méthodes, l'analyse des correspondances, l'analyse des correspondances multiples ou l'AFM. Donc, vous pouvez mettre en œuvre exactement ces méthodes de la même façon. Et puis, bien, ici, je vous ai mis un lien vers une vidéo de démonstration si vous voulez revoir un petit peu ce que je vous ai montré sur FactoShiny. Alors, FactoInvestigate, donc c'est un package que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas tellement de retours pour l'instant, donc je ne sais pas si ça marche vraiment bien. Mais c'est un package qui propose une première interprétation des résultats. Alors, l'idée, c'est bien très simple, hein, c'est de... Vous faites votre analyse, donc vous mettez les variables qui sont actives, les variables qui sont supplémentaires, vous faites votre ACP, par exemple, et puis vous faites Investigate des résultats de votre ACP, et ça vous donne un premier petit rapport qu'on peut sur les principaux résultats. Alors, je peux vous montrer là aussi ce que ça donne. Donc, je vais faire mon ACP. Donc, je récupère les lignes de code que j'avais fait ici. Ça me donne l'occasion de lancer ces lignes de code et de vous montrer que je récupère exactement les graphes des variables, les graphes des individus que j'avais obtenus avec mon interface tout à l'heure. Et donc là, si je lance le package FactoInvestigate, donc j'écris librairie FactoInvestigate, donc ça c'est pour charger le package, et après je fais investigate de res.pca, donc des résultats de mon analyse. Ça me crée donc ça refait des analyses et ça va me créer un rapport, alors soit au format HTML, soit au format Word, soit au format LaTeX, donc comme vous voulez, et voilà les résultats que ça me donne. Donc là, ça me dit, donc ça c'est vraiment fait complètement automatiquement, quel que soit le jeu de données. Hein. J'ai pas triché ici. Ça vient d'être fait dans R. Là. Donc là, ça me dit que c'était une analyse en composantes principales. Sur le jeu de données 20, alors il a trouvé que c'était le jeu de données 20 parce que j'avais appelé 20, le tableau de données s'appelait 20. Sur le jeu de données 20, il me dit que ce jeu de données contient 10 individus et 30 variables. 2 variables quantitatives sont illustratives, une variable qualitative et illustrative. Ensuite, ce que fait l'analyse, c'est qu'il regarde s'il n'y a pas un individu qui est très, très, très particulier. Donc, un individu qui, à lui seul, créerait les premières dimensions et où on aurait juste envie de dire, bien voilà, j'ai un individu très particulier et puis tous les autres qui sont à l'opposé. Si on a ça, assez souvent, on va d'abord commenter cet individu particulier, dire en quoi il est particulier, puis refaire une analyse. Bien là, c'est ce qui est fait, ça nous cherche s'il y a des individus très particuliers. Et là, ça nous dit qu'il n'y en a pas. Ensuite, ça nous dit bien que l'inertie des axes factoriels est assez importante. Donc là, ça nous dit les 2 premiers axes de l'ACP expriment 68% de l'inertie totale du jeu de données. Cela signifie que 68% de la variabilité totale du jeu de données du nuage des individus ou des variables est représentée dans ce plan. C'est un pourcentage assez important, etc. Donc ça, c'est les phrases qui sont ici dépendent de la valeur du pourcentage d'inertie qui est ici. Et ça nous dit que ce pourcentage d'inertie récupéré par le plan, 68%, c'est plus grand que ce qu'on aurait obtenu si on avait des variables qui étaient indépendantes. On aurait maximum 44% d'informations, en gros. Dans 95% des cas, on aurait moins de 44% d'informations. Donc nous, comme on a 68%, c'est qu'on a quelque chose d'intéressant. Et puis, bien après, ça nous donne le graphe des individus. Ça nous cherche, alors dans l'exemple ici, il n'y a qu'une variable qualitative, mais sinon, ça va chercher parmi toutes les variables qualitatives
quelle est celle pour lesquelles c'est le plus intéressant de colorier les individus en fonction d'une variable qualitative, la variable qualitative qui va permettre de différencier au mieux les individus. Donc là, comme il n'y a qu'une variable et qu'elle est intéressante, bien, elle est utilisée pour colorier les individus ici. Et puis, bien, ça donne des graphes, voilà, le graphe des variables, où ça a choisi, par exemple, de mettre en supplémentaire quelques variables pour éviter d'avoir un graphe trop surchargé. Et puis, bien ensuite, ça décrit rapidement chaque dimension. Donc, ça nous dit la dimension 1 oppose des individus tels que le Vouvray, Aubussière-Marigny, Vouvray, etc., à droite du graphe, caractérisé par une coordonnée fortement positive sur l'axe, à des individus, et ça cite les individus. Et puis, ça nous dit, après, le groupe des individus Aubussière-Marigny, Veffronto, etc., partage de fortes valeurs pour les variables grade, etc., de faibles valeurs pour les variables, etc. Donc, ça nous dit quels sont les groupes d'individus et ça nous caractérise les groupes d'individus par les variables. Évidemment, ça ne fait pas une synthèse comme pourrait le faire quelqu'un, quoi, hein. Ça nous dit pas, ça nous liste en fait les variables ici. Donc, ce qui est intéressant après, c'est de trouver avec toutes ces variables qu'est-ce qui caractérise les individus, les vins. Hein, d'accord ? Donc là, c'est plutôt des odeurs assez fortes, on va dire, opposées à des odeurs plutôt de fruits ici. Donc voilà, moi ce que je peux dire ici en disant des odeurs fortes contre des odeurs de fruits, il y a un programme qui automatise les choses aura du mal à le faire. Donc là pour l'instant, enfin oui, pour l'instant, et je ne sais pas comment il faudrait faire, mais ça nous donne uniquement la liste des variables qui prennent de fortes valeurs et celles qui prennent de faibles valeurs. Et ça fait ça bien dimension par dimension. Et éventuellement, ça poursuit par une classification en séparant les individus en différentes classes et ça caractérise des classes. Les individus de telle classe prennent de fortes valeurs pour ça, et de faibles valeurs pour ça. Et après, bien, vous avez l'ensemble des résultats qui sont obtenus par les analyses qui sont réalisées ici. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça peut être intéressant de commencer par faire ça. Vous le récupérez dans Word et puis vous modifiez après en complétant ou en supprimant des choses qui sont dites, quoi. Voilà. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour commencer une analyse. Voilà, donc ça, c'est la démonstration que je viens de faire. Et donc, je vais conclure. J'avais un autre exemple en linguistique, mais alors là, je crois que j'ai vraiment pas le temps. Donc, je vais passer l'exemple, je conclue, et puis si vous voulez, je reviendrai sur l'exemple après. Tout à fait d'accord, ouais, on fait comme ça. Ouais. Et donc, bon, voilà, c'est juste une conclusion pour dire, voilà, il y a Factominer, qui est le package qui permet de mettre en œuvre les méthodes, FactoShiny qui donne un menu déroulant et des graphes interactifs, MISMDA pour la gestion de données manquantes, et FactoInvestigate pour des rapports automatisés. Et après, bien, il y a un site Factominer, j'ai mis aussi mon site internet où vous allez pouvoir retrouver des tutoriels, notamment ce que j'ai dit aujourd'hui. Et puis, il y a des articles dans pour citer le package Factominer ou pour citer le package MISMDA. Donc, je vous donne les liens vers différents articles. Et puis, des aides à l'utilisateur. Donc, dans les livres, ici, un livre d'analyse de données en français ou le livre R pour la statistique et sciences des données, bien, vous avez des choses sur toutes les méthodes que je vous ai présentées. Et puis actuellement, donc ce que je vous disais, hein, il y a le MOOC d'analyse de données multidimensionnelle qui est joué. Alors c'est complètement gratuit, vous pouvez vous inscrire et puis même si vous ne suivez pas le MOOC maintenant, en fait vous aurez le MOOC qui sera archivé et vous pourrez revenir aux vidéos, aux quiz par la suite. Donc ça ne vous coûte rien de vous inscrire si vous le souhaitez et vous avez après à disposition ces cours qui sont ces cours, des quiz, des exercices sur toutes les méthodes que je vous ai présentées aujourd'hui. Et la plupart des vidéos sont sur une chaîne YouTube, mais bon, elles sont mieux organisées dans le MOOC que sur la chaîne YouTube. Et voilà, donc ça c'était juste pour terminer, pour vous montrer qu'il y avait Factominer et puis qu'il y avait pas mal de choses autour pour compléter un petit peu, donc des Google Groups, des sites internet, des vidéos, pour faire que c'est un projet autour de l'analyse de données un peu plus que juste un package. Voilà. Et puis il y a un lien ici pour retrouver le diaporama, mais
crois que vous avez déjà ce lien par le chat. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention. Et après, voilà, j'ai encore un exemple sur de la linguistique, mais je pense que j'en ai encore pour 5-10 minutes si je parle là-dessus. Donc, on peut prendre des questions si vous le souhaitez. Comme vous voulez. Ben, écoute, je pense qu'on va peut-être prendre des questions. En tout cas, enfin, le temps qu'elles arrivent, donc soit sur le chat ou le module Q&A, ces questions et réponses, vous pouvez poser la question, nous on y répond. Et puis, n'hésitez pas à demander le micro pour poser la question, enfin, ou faire un commentaire si c'est plus facile à l'oral. Moi, tout d'abord, la première chose, c'est merci pour la présentation et puis pour le travail que vous faites à l'Agrocampus sur autour de la pédagogie des méthodes factorielles, de l'analyse de données, à la fois en termes de publication, de support en ligne et puis de package R. C'est vrai que moi, ça fait il y a longtemps, c'était déjà en 2005 ou en 2006, dans notre cadre, dans un autre séminaire à Paris, j'avais invité Jérôme Pagès pour nous parler justement des analyses factorielles. Et à l'époque, déjà, je trouvais que Agrocampus avait vraiment une pédagogie qui était assez remarquable. Il y avait déjà à l'époque des vidéos, des tutos en ligne, qui étaient fort appréciables pour tous ceux qui utilisent ces méthodes-là. Qu'est-ce que j'avais comme... oui, puis un autre merci aussi parce que c'était pas l'objet du tuto, mais j'ai eu 2 réponses sur l'analyse factorielle multiple sur des graphiques avec lesquels j'étais pas à l'aise et j'ai eu les réponses là, donc j'en suis pleinement satisfait. J'ai en termes de questions précisément juste une impression, mais c'était dans l'exposé, on avait l'impression que tout se faisait un peu sur les graphiques et qu'en fait il y avait finalement peu besoin de regarder les listings des contributions ou des qualités de représentation, mais en fait c'est plus un effet du format. C'est bien quelque chose quand même qui intéresse l'analyste et quelque chose à laquelle on doit être vigilant et qu'on retrouve dans les rapports. C'est vrai que là, effectivement, les exemples sont, pédagogiques ou pas, sont tellement bien maîtrisés qu'on a l'impression que tu te dispenses des listings, des contributions ou des qualités de représentation, mais c'est quand même quelque chose que tu contrôles au final. Oui, bien sûr. J'ai pas. En fait, c'est comment dire. En fait, par rapport à l'ensemble des méthodes que j'ai présentées là en 1 heure, plus les packages, il y avait beaucoup de choses. Donc, c'était presque plus pour vous donner envie d'aller en voir un peu plus sur d'autres vidéos éventuellement, puisqu'il y a d'autres vidéos qui existent. C'est plus pour vous dire, voilà, sur tel type de données, c'est ce genre de méthode qu'on peut utiliser. Sur tel autre type de données, c'est tel autre type de méthode. Je ne suis pas rentré dans ce détail des résultats numériques, mais c'est sûr que déjà, première chose, c'est de regarder les pourcentages d'inertie qui sont associés aux axes. Ensuite, les qualités de représentation des individus, notamment, et aussi en analyse des correspondances, bien sûr, de regarder avant de commenter les graphiques. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est clair que ce à quoi répond FactoShiny, je pense, en tout cas, je parle pour moi, mais c'est vrai que je l'ai fait avec d'autres logiciels, de régénérer des tables ou de demander des graphiques en essayant de jouer sur chaque graphique, sur les seuils, sur un seuil de contribution que je détermine, de manière un peu difficile et laborieuse à relancer chaque procédure à chaque fois, quoi. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment une ergonomie qui facilite quand même le travail d'exploration, d'analyse des données là, qui est vraiment, vraiment intéressante. Oui, il y a ça. Et puis, je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, malgré tout, récupérer après les lignes de code pour refaire à l'identique les analyses. Parce que c'est vrai que quand on a des graphiques qui sont un peu plus complexes que ceux que j'avais là, parce que moi, j'ai voulu prendre des exemples assez simples avec pas trop de points. Mais si on a beaucoup plus de points, on va passer du temps à essayer d'améliorer le graphique, de trouver les bonnes couleurs. Et puis, on a passé du temps, mais on va finalement vouloir l'améliorer encore une dernière fois, et puis faut tout refaire à zéro. Donc là, l'intérêt, c'est que on a les lignes de code en dur, et donc on peut refaire à l'identique,
et réaméliorer derrière, quoi. Donc, je pense que ça, c'est aussi un intérêt de FactoShiny. Je fais mon graphique et puis je modifie avec les qualités de représentation, je colorie avec une couleur et puis finalement, voilà, j'ai récupéré mes lignes de code et finalement dans la publi ils me disent que il faut pas le mettre en couleur mais il faut le mettre en noir et blanc et donc il faut que je refasse le graphique à l'identique. Je suis obligé de reprendre non, je suis pas obligé de reprendre mon curseur pour reprendre et refaire le graphique tel quel. J'ai juste à copier-coller les lignes de code et ça va me refaire mon graphique comme il faut et j'aurai juste besoin après de modifier ma palette de couleurs et prendre du gris, quoi. D'accord. Alors, juste avant de faire une question qui a été posée dans le module, ouais, j'en pose une petite un peu. En termes de ressources, le Facto Shiny, c'est pas très, ça n'oublie pas trop le processeur ou la mémoire, non? Non, ça fait rien. Non, ouais. Non, ça fait rien. Bon, d'accord. Donc, ça veut dire que même si on a des petits logiciels, on peut vraiment se faciliter la tâche dans l'exploration et l'analyse de nos données. Il y a une question qui arrive. Si vous avez R, c'est bon, quoi. Voilà. Effectivement, donc FactoShiny est indépendant en fait des analyses qui sont réalisées précédemment. On a vu un exemple sur l'analyse factorielle multiple. Si jamais on a réalisé de l'analyse de données, l'analyse de données textuelles, on peut explorer les résultats de la même manière. Oui. En fait, FactoShiny, c'est une interface qui lance les programmes de FactoMiner derrière. D'accord. Il y a une interface pour faire la FC, et donc si ça va choisir les mots et les textes, et puis faire exactement comme ce que je vous ai montré pour la CP, ça va permettre d'améliorer les graphiques exactement de la même façon. Ce qui sera vraiment utile pour la FC, là. Si on a des mots, on en a vraiment beaucoup, et là, on a besoin de... C'est ce que j'avais pris un petit exemple justement là-dessus en linguistique, où il y avait beaucoup de mots et où on a besoin un peu de supprimer des libellés pour y voir un peu plus clair, quoi. Du coup, je sais pas, on va voir en fonction du temps qui nous restera, mais vu qu'il y avait une question qui portait justement là sur l'analyse de données textuelles, peut-être qu'on pourra regarder ce que ça donne sur l'exemple de linguistique. Oui, il y a surtout des merci, et en fait, comme il y a plusieurs linguistes dans l'assistante. Oui, j'aurais peut-être pas dû dire linguistique du coup. C'est un exemple de données textuelles, je vais dire. Non, je suis pas sûr que ce soit de la linguistique. Excusez-moi. Peut-être, moi, je refais une autre remarque juste avant de lancer l'exemple du coup sur les données textuelles. Pour Facto Investigate, la réponse pour dire sur vraiment le travail de linguistique, effectivement, c'est eux qui ont la réponse avec lorsqu'ils font au niveau du traitement automatique du langage. C'est clair que eux, ils sont capables les linguistes ont des outils pour nous dire de quel registre sémantique ou de quel type il s'agit en fait dans les analyses. Je ne sais pas si Frédéric... Ouais, je pense aussi, mais je ne sais pas si c'est très facile parce que là, il n'y a pas forcément beaucoup de descripteurs, par exemple. Pour essayer de retrouver l'odeur de champignon, puis l'odeur, etc., pour dire que c'est une odeur dure, à l'opposé des odeurs florales de fruits, peut-être que je connais pas assez. Peut-être que ça marcherait, mais des fois, en fait, on n'a pas tellement de variables et on les a pas dans un contexte. On a juste le nom de la variable qui a été donné dans le jeu de données. C'est pas comme si c'était dans un contexte, je pense. Donc, je sais pas si c'est facile. En tout cas, ça vaut peut-être le coup de se rapprocher d'eux pour voir ce qu'ils ont, eux, comme réponse à apporter ou pas sur ce problème. Oui, il faut vraiment bien réfléchir à la manière de nommer les variables. Mais... Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est un travail qui doit être fait et autant qu'il soit fait a posteriori peut-être. Parce que des fois, on peut avoir des idées de regroupement, à mon avis, je sais pas. En fait, soit on réfléchit beaucoup en amont à bien nommer les variables, mais en fait, comme on ne sait pas comment
elles vont être regroupées derrière, bah, c'est pas facile de savoir comment les nommer. Moi, j'aurais tendance à dire, voilà, il faut les nommer par rapport à tel qu'on la mesure, enfin, de façon basique. Et puis c'est plus après où on va essayer de trouver des mots pour voir le lien entre les différentes variables qui sont liées à ces liens ayant été trouvés à partir des données, quoi. Mais du coup, on peut passer sur l'exemple hein, pour regarder comment Facto Investigate se comporte avec des données textuelles. Non, c'était un exemple en fait d'analyse. Je savais pas comment, j'avais aucune idée sur le temps que ça allait me prendre, donc je m'étais dit je vais prendre un exemple un peu plus long pour montrer de l'analyse textuelle dans un cadre un peu, dans un vrai exemple d'analyse textuelle que j'avais fait dans une présentation. Et voilà, c'était juste ça. Donc, là, c'était en fait des textes de différents auteurs. Donc, il y avait 18 auteurs. Et pour ces 18 auteurs, c'est des auteurs français. On avait beaucoup de textes. Donc, par exemple, Aragon, on avait 23 textes, Balzac, 49 textes, etc. Et donc, on a constitué une table avec bien les auteurs en colonne ici, et puis en ligne, on a des mots avec dans une case le nombre de fois où un mot a été utilisé par un auteur. Et donc, bien, voilà, ça fait un tableau qui est vraiment très très gros, et on a conservé que les mots qui étaient cités suffisamment, le suffisamment étant plus de 100 fois sur l'ensemble des auteurs. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir des mots, d'avoir vraiment trop de mots dans l'analyse. Ça ne change pas tellement les résultats. Et donc là, l'idée, c'était de faire une analyse textuelle pour comparer bien, ce que disent les différents auteurs. Donc, bien, voilà ce que donne l'AFC sur ce tableau. Donc là, j'ai représenté que les auteurs. Et donc l'AFC, ce qu'elle va me dire, c'est que les auteurs sont d'autant plus proches qu'ils emploient les mots dans des proportions similaires. Alors là, je suis bien en train de comparer les pourcentages et pas les valeurs, parce que c'est bien ça qui m'intéresse. Hein. Si j'avais pris les valeurs, ceux qui avaient des textes plus longs ou qui avaient plus de textes, bah, ils seraient mis d'un côté, et puis ceux qui avaient peu de texte de l'autre côté. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a des auteurs qui suremploient certains mots ou sous-emploient d'autres mots. Surtout, est-ce qu'ils suremploient certains mots. Et l'idée derrière, c'est de se dire, bien, s'ils s'intéressent au même sujet, s'ils utilisent les mêmes mots, par exemple, c'est qu'ils s'intéressent au même sujet et qu'ils ont les mêmes préoccupations. Et donc, bien, on retrouve des proximités entre auteurs. Et bien, en mettant les dates sur les auteurs, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution dans le temps du vocabulaire entre, ici, Corneille et Racine, qui se ressemblent parce qu'ils sont proches ici, et ils sont très éloignés de Zola, par exemple, qui est à l'opposé ici. Hein, donc Corneille et Racine, qui sont des classiques, alors que Zola est plutôt un naturaliste. Et donc on voit, juste avec l'utilisation des mots, hein, j'ai pris que ça comme information, et puis les noms des auteurs, et on voit comme ça l'évolution du vocabulaire pendant les siècles. Alors après, bien, ce qu'on peut faire, c'est une classification de ces auteurs. Et donc là, en faisant une classification des auteurs, bien, on retrouve des classes d'auteurs qui sont bien connus. Alors si vous êtes comme moi, bien, vous ne les connaissez pas forcément, mais enfin moi je ne les connais pas trop, mais du coup je vais les mettre ici. On retrouve des classes d'auteurs avec des classiques ici. Ici c'est plutôt des auteurs qui sont les classiques, les Lumières. Ici roman libertin, le réalisme, le naturalisme, le surréalisme, le romantisme. Et donc là, en fait, on a vraiment utilisé que les mots qui ont été utilisés pour retrouver des groupes d'auteurs. Et ces groupes d'auteurs, bien, ce sont les groupes qui sont connus quoi, sur les courants littéraires, finalement. Donc on retrouve, avec l'analyse textuelle ici, des courants littéraires, et on va pouvoir dire, par exemple, que Stendhal et Balzac, qui sont ici, qui sont des réalistes, sont très éloignés de Lamartine, qui est un romantique, et on retrouve une opposition entre les réalistes qui veulent s'opposer aux romantiques qui sont, qui sont dans l'excès, et qui, donc les naturalistes et les réalistes qui s'intéressent un peu au même sujet et qui veulent montrer la société telle qu'elle est, que le roman devient le miroir de la société. Donc
voilà, là, l'analyse textuelle nous permet de faire ça de façon automatique. Et on peut évidemment voir quels sont les mots qui sont utilisés. Donc là, il y a évidemment beaucoup de mots. Et donc, j'ai pu mettre les points qui correspondent les mots qui correspondent aux... J'ai pu mettre en supplémentaire... Oh non, pardon. J'ai pu supprimer le libellé de certains mots et ne mettre les libellés que de quelques mots pour y voir un petit peu plus clair. Et mettre ces mots d'une couleur qui correspond aux mots qui sont suremployés par les auteurs d'une classe. Donc là, par exemple, les classiques vont avoir tendance à suremployer les mots qui sont ici, état, alerme, diadème, etc. Les romantiques vont utiliser les mots qui sont ici. Alors évidemment, on peut encore améliorer les graphiques. Hein, et par exemple, voilà, ici, j'ai amélioré le graphique pour y voir plus clair sur les mots. Donc, c'est aussi pour dire que voilà, les packages peuvent faire des belles choses, mais finalement, pour avoir un graphique très lisible, des fois, c'est intéressant aussi de les retravailler un petit peu à la main. Donc là, c'est ce qui avait été fait. Et donc, on retrouve les mots qui sont suremployés par chacun des courants littéraires. Et donc, l'évolution aussi du vocabulaire au fil du temps, hein, puisque là, il y a la flèche de l'évolution des auteurs, et cette flèche-là, elle est aussi présente ici, hein, puisque c'est le même graphe, dans l'évolution du vocabulaire et l'évolution des sujets de société qui sont traités. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a juste une vidéo sur cet exemple, c'est un petit peu plus détaillé, qui doit faire une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes, qui permet de voir comment est traitée cette analyse. Bien. Merci pour cet exemple qui montre vraiment les possibilités de l'analyse, des analyses factorielles en général. Oui, donc le PowerPoint est déjà de toute façon à disposition sur le site de François Husson. On remettra un lien sur le site de Mathé vers la présentation. François, je vais juste t'inviter à regarder de ton côté si tu n'as pas eu des questions dans le chat qui seraient arrivées en message personnel. Hein, des fois, ça peut arriver. Ah oui, j'ai reçu. Donc, nous, on en a relayé certaines. C'est vrai que c'est souvent plutôt des remerciements. Je vais renouveler mon invitation aux participants à poser des questions s'ils en ont besoin. Alors, oui, pour lancer les analyses, doit-on utiliser le même principe pour trouver le code R, nom de l'analyse multivariée, puis le suffixe shiny? Oui, c'est ça. On va faire PCA shiny, CA shiny, MCA shiny, MFA shiny. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai une question de curiosité un peu, c'est quelles étaient tes motivations pour développer Factor Investigate? Enfin, je vois bien le besoin personnel que moi aussi je pouvais voir, mais enfin, de là à le pousser, parce que c'est quand même déjà bien, enfin, c'est super bien avancé. L'idée, c'est quoi? C'est de faciliter encore plus l'analyse? En fait, l'idée, c'est que moi, j'ai des étudiants, des fois, qui font des ACP ou où je les évalue sur un module d'analyse de données. Et je me dis, ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent juste de dire, à droite, j'ai les variables qui prennent de fortes valeurs pour ça, et à gauche, j'ai des variables qui prennent de fortes valeurs pour ça, et ils vont pas vraiment dans l'interprétation. Et donc, mon objectif, c'était de leur dire, ça c'est un truc qui peut se faire automatiquement, et j'ai pas besoin de vous pour ça. Et ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez, que vous alliez plus loin, que vous interprétiez les choses, et que vous alliez vraiment dans l'interprétation. Et donc, je voulais en fait, en faisant ça, que voilà, on puisse pas faire une analyse plus mauvaise que ça, quoi. Que ça ce soit le départ, et que du coup on puisse que aller plus loin et améliorer les choses. Donc, voilà, après c'était un peu l'idée, et donc c'est parti de cette idée-là. Voilà. D'accord. Après, je sais pas si c'est très utilisé, si c'est très utile. J'ai pas eu tellement de retours autant FactorMiner, j'ai eu beaucoup de retours, mais parce que ça existe depuis plus longtemps. J'ai des questions régulièrement. Autant
Facto-Shiny, Facto-Investigate, j'ai moins de retours. Et du coup, tu l'as mis en pratique avec tes étudiants Les étudiants, je leur dis pas trop qu'il y a ça, mais non, je leur dis pas trop, mais du coup, j'essaie d'avoir ce que fait cette analyse-là en référence, quoi, en me disant, faut vraiment qu'ils améliorent par rapport à ça, quoi. Oui. Mais ça me choque pas que les étudiants prennent ça pour aller plus loin, en fait. Oui. Parce que ça, je trouve que c'est un peu du basique, quoi, de dire. Après, c'est du basique, oui et non, parce qu'il y a des choses sur est-ce qu'il y a un individu qui est très particulier, ça se voit normalement quand on fait une analyse, mais il y a ça. Après, quand on a beaucoup de variables qualitatives, ça peut être intéressant de savoir quelle est la variable qui sépare au mieux les individus. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont utiles. C'est pareil, les pourcentages d'inertie qu'on aurait si les variables étaient indépendantes, c'est des choses qui, voilà, il faut aller chercher dans un autre tableau. Là, on l'a directement, ça peut être intéressant aussi. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes, mais voilà, pour l'interprétation, j'ai envie qu'ils aillent plus loin. Oui. Voilà, donc, si, c'est bon. J'ai remis le lien vers la présentation de François dans le chat, pour ceux qui voulaient la récupérer dès que possible. Alors, je sais pas, je vois pas d'autres manifestations. Si, j'ai vu que Claudie, qui est à Rouen, qui reposait des questions, donc qui faisait une remarque. C'est vrai que c'est un début d'aide à l'interprétation. Effectivement, oui, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que Facto Investigate automatise ce que je faisais en analyse factorielle, de rechercher les fortes contributions sur un axe et les oppositions. Et c'est clair que ça permet de l'avoir de manière automatisée. Est-ce qu'on peut paramétrer Factor Investigate par exemple, moi je sais que j'aime bien regarder ce qui se passe autour de ce qui est supérieur aux contributions moyennes. Est-ce qu'on peut définir des seuils ou pas Oui, alors je me rappelle plus bien là. Il y a différents seuils, on peut paramétrer pas mal de choses, mais je me rappelle plus si on peut récupérer les contributions, je sais plus ça. Non, si en plus on peut personnaliser, c'est encore mieux. Oui, on peut personnaliser, on peut même le récupérer en R Markdown, je crois. Oui, l'analyse qui est réalisée, en fait, c'est un R Markdown qui est généré et qui va renvoyer après soit le HTML, soit le Word, soit le PDF, quoi. Avec le LaTeX aussi qui peut être récupéré, je crois. Des fichiers TeX, je veux dire. Et des graphes. Oui, c'est sûr qu'à des fins d'exploration, c'est quand même super riche de se dire qu'on peut avoir une première lecture des axes factoriels de manière quasi instantanée, alors que justement le travail dont parlait Benoît, là, ça prend un petit peu de temps quand même. Enfin, c'est pas non plus très long, mais... Oui. Mais c'est le plus facile, si vous... Oui. Voilà. Ouais. Et ça permet d'avoir plus de temps pour faire le plus dur. Voilà, ouais. Le plus intéressant aussi. Donc, c'est vraiment pas mal, ça. Ouais. Et moi, j'avais des questions de curiosité sur Benoît, c'est parce qu'en fait, je me trompe ce matin, je suis vraiment pas réveillé. Et moi, j'ai juste une question quand même. Je suis vraiment impressionné. En plus, j'avais suivi le MOOC et vraiment, j'avais été impressionné quand j'avais suivi rapidement, mais j'avais été impressionné de Factominer. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait de R, vraiment, on arrive à s'en sortir facilement, ou est-ce que tu aurais des conseils quand même pour réussir à utiliser Factominer en ayant cliqué, je crois, une fois sur le bouton R dans ma vie,
Oui, Euh, un truc comment- de paramétrage des données, sans doute. Ou... Ouais, c'est ça, En parce fait, que j'ai l'impression qu'une fois qu'on a réussi à faire monter sa base de données, après tout est très clic-bouton. c'est ce que j'allais dire. En fait, la difficulté pour moi, c'est l'importation du jeu de données. Après, Ouais. quand vous avez fait ça, c'est vraiment très facile. Euh, là, une fois que vous avez importé votre jeu de données, vous faites PCA Shiny de votre jeu de données et c'est bon, hein. Hmm. Il y a juste ça à faire. Donc, c'est vraiment importer le jeu de données et que ça marche. Voilà. Après, il y a plein de fois où l'importation elle se passe très bien, où il n'y a pas de difficulté. Puis il y a des fois où ça peut être un peu plus délicat parce que vous avez laissé des apostrophes ou des caractères spéciaux. Enfin, mais la difficulté vient de là. Elle vient pas tellement des analyses qui sont faites derrière, je pense. Là, sur FactoMiner, si vous utilisez FactoShiny, vous avez que du clic bouton, donc il n'y a pas de difficulté de ligne de commande en fait. Ouais. Non, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'avais adoré, là, quand je le dis, bon, c'est un commentaire, mais j'ai vraiment été impressionné dans le MOOC, et là, que vous avez remontré un peu, mais la superposition, de la classification et de l'analyse factorielle, je trouve que pour l'interprétation, c'est absolument génial, quoi. Ouais. Ça m'a convaincu de me mettre à R. C'est dire. Je suis utilisateur de SAS. Mais... Non, mais de toute façon, c'est vrai que moi, je suis utilisateur de SAS comme Damien, parce que je pense qu'on appartient un peu à la même génération. Alors, je le dis publiquement, hein, je suis un peu embêté, Damien, mais Fallait pas on a été formé, à SAS à l'époque où R n'existait pas, et c'est vrai que sur les opérations de manipulation de données, on a trouvé toutes les réponses avec SAS. Malheureusement, sur la partie analyse de données, SAS n'a jamais poussé le développement de procédures très très loin, à un tel point que même l'analyse factorielle multiple n'a jamais été implémentée. Pour ceux qui veulent en faire avec SAS, il faut récupérer un morceau de programme, pardon, une macro qui a été notamment développée à l'Agrocampus pour pouvoir en faire. Mais c'est vrai que on est quand même dans une génération qui cause pas. On a des collègues qui sont passés sur R, qui ont arrêté de faire du SAS et qui le regrettent un peu parce qu'ils n'ont pas récupéré leurs compétences qu'ils avaient en SAS. Mais c'est vrai que sur R, sur l'analyse de données, il n'y a plus beaucoup de logiciels payants qui arrivent à suivre, hein. C'est vrai que on a quand même une ergonomie qui a été trouvée, une facilité d'analyse, des retours entre les données, les listings et les graphiques qui est vraiment impressionnante, hein. Et juste à ce sujet, alors, faut pas le prendre comme une insulte, hein, mais j'ai l'impression de retrouver des trucs. Moi, j'ai commencé l'analyse de données avec Tri2 de Sigma, et j'ai l'impression de retrouver plein d'astuces dans le genre sélectionner par contribution relative ou par cosinus carré, etc., qu'on avait dans Tri2. Vous vous êtes inspiré de Tri2, vous l'avez utilisé, ou c'est vraiment juste deux utilisateurs avancés qui arrivent au même résultat d'aide aux utilisateurs, en quelque sorte? Alors, je ne connais pas ce logiciel, non. D'accord. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a pas mal de... Il y a SPAD aussi qui fait ce genre de choses. Donc, non, je pense que c'est l'analyse de données à la française qui fait ça. Il y a beaucoup de gens qui insistent là-dessus, sur les qualités de représentation et contributions. Donc, je pense que c'est pour ça que dans ceux qui développent, les Français qui développent des choses sur l'analyse de données, insistent là-dessus, quoi. Ils font des aides, utilisent des aides là-dessus. Alors pour revenir sur SAS, moi aussi, hein, je suis de l'époque où on commençait à apprendre sur SAS, et donc je me suis mis à R ensuite, et je pense que R s'améliore grandement là sur la manipulation de données, notamment avec ce qu'on appelle le tidyverse là, qui permet de manipuler les données assez facilement. Et je pense que ça va avoir de plus en plus de mal à être utilisé, quoi. Notamment aussi parce que les étudiants se forment avec R pour la plupart. Il y en a de plus en plus qui abandonnent SAS dans les formations. Ça, c'est même si ça, je pense, pour le moment, il était question de faire des licences gratuites pour les étudiants. Ouais, je pense que c'est un peu trop tard, quoi. Je pense qu'ils... Oui. Voilà. Mais ils ont une licence gratuite pour les étudiants, ça. Ouais. Ça fait plusieurs années maintenant.
Mais même, je crois Il faut utiliser une espèce de virtualisation de SAS, mais qui marche très très bien. Moi, je l'ai essayé, ça marche très bien. Ouais, c'est vrai que le côté un peu rébarbatif de R, en tous les cas, pour les sciences sociales, nous, est de moins en moins vrai, quoi. J'ai l'impression. Donc là, quand on voit ce graphique, on dit que c'est ça ce qui est rébarbatif. C'est un petit peu... C'est un peu cruel de se laisser ce transparent. Ouais, c'est vrai. Non, en plus, ce transparent, c'est pas du R direct. Hein. J'ai amélioré. Voilà. Non. Le R, ça va être ça, là. C'est mieux. Voilà. C'est lisible, ça me rassure. Mais après, je peux, en fait, on peut demander à ce que les libellés se chevauchent pas trop. En fait, il y a un petit algorithme qui permet d'éviter le chevauchement des libellés. Donc, on pourrait améliorer ce graphique-là un petit peu. Oui, non, il y a... Alors, en fait, là, dans le chat, le module questions-réponses, je vois surtout des commentaires sur l'aide à l'interprétation. Bon, voilà, on en a déjà discuté. Mais en tout cas, c'est vrai, je suis désolé, on a beaucoup de compliments à faire, mais bon, c'est aussi parce que vous avez très bien travaillé. Mais c'est vrai que en fait, moi, ce qui m'a surtout plu très tôt dans les packages R que vous avez développés sur l'analyse de données, c'était de retrouver la manière dont j'analysais des analyses factorielles et que ça me facilitait vraiment le travail. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qui est c'est vraiment très, très intéressant. Enfin, c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui doit plaire aussi aux autres utilisateurs, c'est d'avoir un outil qui facilite le travail et qui nous convient pleinement pour analyser des listings qui peuvent être parfois longs si on a beaucoup de variables, beaucoup d'individus, et que du coup, c'est vraiment voilà, la force et l'intérêt des packages depuis Factominer jusqu'à Factor Investigate. Alors, c'était un peu aux conclusions de séminaire. N'hésitez pas à intervenir sur. Il y a vraiment. Si, mince, pardon, il y a un point d'interrogation. Oui, il y a encore beaucoup de merci qui arrivent. Ah, merci. Alors, il y a une question sur est-ce qu'il y a une limite en termes de nombre d'individus avec Factominer. Alors, je vous laisse répondre, même si je pense que Oui. En fait, je la connais pas bien. La limite, c'est pas vraiment lié à Factominer, c'est plus lié en fait à votre ordinateur et à la mémoire. Alors, je connais pas bien ces choses-là, mais de la mémoire vive ou de la mémoire qui permet de stocker les données. Donc, voilà, si vous avez plusieurs millions d'individus, ça risque de poser problème. Ça, c'est une piste d'amélioration que j'envisage d'explorer, quoi, d'avoir la possibilité de lancer ces analyses avec des millions d'individus et faire des graphiques qui restent lisibles et avoir des... Parce qu'en général, souvent, on a des millions d'individus, mais on a aussi des variables qualitatives qui sont intéressantes et on va vouloir visualiser les modalités de ces variables qualitatives. Donc, voilà, il y a des soucis si vous avez, alors je pense que si vous avez 10 000 individus, il n'y a pas de problème, et si vous êtes à 100 000, ça doit encore aller, et puis après, si vous avez 100 000 et beaucoup de variables, ça va poser problème, donc c'est la taille du jeu de données en fait. Mais c'est pas vraiment lié à Factominer, c'est plus lié à votre ordinateur. Après, il y a des packages maintenant qui permettent d'avoir les données sur un serveur et puis d'aller interroger les données. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent se faire, mais j'ai pas exploré plus que ça. Mais ça, voilà, c'est le genre de choses que j'ai en tête aussi pour améliorer. Ce qui est possible aussi, c'est un moyen de contourner, c'est d'utiliser des poids sur les individus statistiques. Donc par exemple, si vous avez plein d'individus, mais que vous avez aussi des variables qualitatives, vous pouvez prendre comme individu les modalités des variables qualitatives et pondérer par le nombre d'individus qui prennent cette variable qualitative. Ça ne donne pas la même chose, hein, mais ça permet de faire l'analyse, par exemple.
Mais ça donne pas la même chose. Eh bien, je parcours. En tout cas, les exemples sur les vins sont toujours très appréciés. C'est marrant. Hein, C'est tout de suite parlant. Oui, voilà. De toute façon, au début, c'était quoi? C'était les vins ou la météo. Le fichier des 15 villes de France, je le trouvais très bien, très pédagogique et tout ça. Mais non, Ouais, mais je voulais un exemple pour aller vers la FM derrière, en fait, pour pas multiplier trop les sujets. voilà, ça n'a rien à voir avec des intérêts privés sur le. Enfin, je parle de notre communauté Ouais, vas-y. d'ingénieurs méthodos en sciences sociales. Hein, je pense que voilà, à un moment, ça se retrouve. Bon, eh bien, écoutez, j'ai une question juste avant de vraiment finir pour de bon. Est-ce que tu es ou enfin, les contributeurs de FactoMiner et des autres packages sont sur la liste RSOC des utilisateurs de R en sciences sociales sur Renater? Ou d'une manière générale, enfin, si on a des questions spécifiques à FactoMiner, il faut plutôt s'adresser. C'est plutôt dans le Google Group, là. Donc voilà, d'accord. Bon, éventuellement. Après, vous pouvez aussi me poser des questions, mais j'aime autant que ce soit dans le Google Group, comme ça, la question et la réponse peuvent servir à d'autres. Voilà. Bon, d'accord, très bien. Après, les contributeurs, en fait, ils sont un peu tous en face de vous, là, parce que je suis un peu tout seul à avoir fait FactoMiner, FactoShiny. Ah, d'accord. En fait, je ne savais pas trop. Il y a d'autres noms, non sur le site de FactoMiner? Oui, il y a d'autres noms, oui. Oui, mais bon, oui. Mais en fait, les programmes, c'est moi qui les ai fait. D'accord. Dans ce cas-là, on redouble, on intensifie nos remerciements. On se prosterne bien bas. C'est pas exagéré. Et voilà. Et donc, pour ceux qui voudraient poursuivre, surtout continuer en présentiel cette discussion, effectivement, il y a les journées user qui auront lieu à Toulouse au mois de juillet. Et je pense que tu seras présent, c'est ça? Oh oui, moi je vais y aller, ouais. Voilà. Donc, il risque d'y avoir du monde, par contre. Ouais, je pense que c'est des milliers de personnes, peut-être. Ouais. Peut-être un millier de personnes. Mais oui, non, après, s'il n'y a pas de. Après, c'est un peu l'inconvénient du webinaire, c'est que je ne vois pas les gens qui ont assisté. Mais... Ouais, c'est aussi une de nos limites à nous, on ne voit pas trop les participants. Alors, on en connaît plusieurs, hein, donc c'est pour ça qu'on nous, après, on peut éventuellement reparler après, mais c'est vrai que ça reste une sphère parfois un peu anonyme. Mais en tout cas, l'intervention a été très appréciée, hein, ce qu'on voit dans le chat ou même dans les questions. Du coup, merci beaucoup pour cette intervention. Très clair et en tout cas, j'ai appris pas mal de choses et ça me convainc d'utiliser Facto Investigate pour la suite de mes analyses. D'accord, je suis preneur de vos retours, hein, si vous avez des pistes d'amélioration ou des choses comme ça, je suis toujours preneur. Voilà, je ne sais pas si Viviane ou Damien, vous avez des remarques ou des commentaires. Non, merci vraiment, c'était. Non, vraiment merci beaucoup. Super. Voilà. Bon, du coup, on va conclure sur ces notes unanimes de remerciements. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Ben non, de rien. Et donc, avant de quitter tout le monde, là, j'en profite pour annoncer le prochain tuto qui sera sur de la cartographie en ligne avec la plateforme Cartis développée par nos collègues de Sciences Po. La date, je ne l'ai plus trop en tête, je crois que c'est au mois de mai. On vous en donnera les infos là, sur la liste de diffusion. Et donc voilà, donc ce sera la prochaine séance qui nous occupera dans le cadre des tutos à mater. Donc merci à tous et puis à bientôt. Voilà, et bonne fin de journée.